Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer la séance d'aujourd'hui. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. On va parler surtout aujourd'hui de moteur à combustion interne. Donc en introduction, une question qu'on m'a déjà posée, alors pas forcément venant des étudiants, mais aussi venant de certains collègues. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps à parler de moteur à combustion interne, en dehors du fait que ce soit très fortement lié à la thermodynamique, sachant qu'il s'agit d'une technologie qui est quand même en grande partie dépassée, obsolète, enfin bon, qui pose quand même pas mal de problèmes. Donc je résume un petit peu les principaux griefs qu'on a contre cette technologie de production de travail. Alors c'est vrai qu'on l'associe de façon systématique à tout ce qui est transport, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On peut utiliser ce type de moteur pour faire plein de choses. Quand vous avez besoin de produire de la puissance électrique ou de la puissance mécanique, ben, c'est une solution qui généralement est parmi celles qu'on étudie en pratique, hein, pour une solution donnée, pour une application donnée. Et donc, effectivement, le moteur à combustion interne est un vieux système. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est un argument relativement faible, parce qu'à ce moment-là, on peut dire aussi que la roue, c'est un système démodé parce que c'est super ancien. Bah non, ça marche toujours aussi bien. Donc, je pense que cet argument-là, pour le coup, je ne trouve pas qu'il porte beaucoup, mais je l'ai déjà entendu, hein. Ça peut peut-être vous surprendre, mais je l'ai déjà entendu. C'est une technologie qui est polluante. Alors ça, pour le coup, c'est vrai, ça c'est indiscutable. On va en parler un petit peu, je vous en parlerai vers la fin notamment du cours. Donc la principale responsable de la mauvaise qualité de l'air en France, dans les centres urbains de manière générale, hein, quel que soit l'endroit, et qui pose quand même beaucoup de problèmes de santé. Donc je reviendrai aussi un petit peu dessus. Donc ça pour le coup, c'est un vrai souci, ça c'est sûr. Il y a un défaut qu'on oublie assez souvent, c'est le côté bruyant, la pollution sonore. Ça, c'est aussi un vrai problème de santé publique. Donc effectivement, le bruit des moteurs, c'est un vrai souci, même si pour le coup, il y a quand même eu beaucoup d'améliorations techniques. Alors pour le coup, c'est pas quelque chose que je vais aborder parce que c'est un peu spécifique, mais il y a eu beaucoup d'améliorations techniques qui ont été apportées sur les problèmes du bruit. Aujourd'hui, un véhicule neuf, il fait comme relativement peu de bruit, et en fait, la majeure partie des troubles, des problèmes sonores qu'on a d'excès de bruit dans les villes, c'est surtout par des gens qui font exprès de faire du bruit en fait. Et rigoureusement, si on était un petit peu plus strict sur les normes anti-bruit, notamment sur tout ce qui est moto, on aurait quand même beaucoup moins de problèmes de ce point de vue-là. Mais enfin, c'est un problème quand même qui existe. Et puis il y a un autre effet dont on parle aussi souvent, peut-être trop, je trouve, en proportion des problèmes de pollution urbaine, même si c'est un problème, c'est évident, mais la pollution urbaine, c'est vraiment un problème immédiat. C'est les problèmes de gaz à effet de serre. Donc effectivement, en France, le secteur des transports, c'est à peu près 30% de rejet de gaz à effet de serre par rapport à l'ensemble du pays. Et il se trouve que ben, la majeure partie des transports, quasiment tout, en tout cas les transports routiers, c'est des moteurs à combustion interne. Donc on a tendance à mettre ça sur le dos des moteurs à combustion interne. Parce que c'est le moyen qu'on utilise pour transporter. C'est essentiellement ça. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ils sont aussi responsables de ça, sachant qu'ils le sont surtout en grande partie parce qu'ils utilisent des composés carbonés. Donc là, c'est plutôt sur qu'est-ce qui rentre en carburant en entrée. On a des carburants carbonés, on a des carburants fossiles, et automatiquement, bah, utiliser ce type de ressources fait qu'à la fin, on rejette du carbone. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà montré les équations de combustion, la thermochimie, etc. Et vous avez bien vu, vous vous souvenez qu'à chaque fois qu'il y a un composé carboné dans le carburant, qu'il y a un petit peu de carbone dans le carburant, bah, on se retrouve toujours avec du CO2 en sortie. Donc ça, pour le coup, c'est plus de la faute du carburant peut-être que du moteur en lui-même. Et donc du coup, comment je vais articuler le truc? Donc je vais vous déjà faire les rappels de base du mode de fonctionnement de ce type de moteur, hein. Donc je vais parler, bon, je vais faire un petit rappel de vocabulaire. Il y a des choses que vous connaissez, hein, dans l'ensemble. Je pense que ça ne sera pas particulièrement nouveau. Il y a pas mal de choses que vous connaissez. Je vais revenir aussi sur le mode de fonctionnement 4 temps, 2 temps, et puis surtout les modes d'allumage. Ça, pour le coup, le mode d'allumage, c'est vraiment fondamental parce que c'est la distinction qu'on a entre ce qu'on appelle un moteur essence en français et un moteur diesel. Donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une différence fondamentale. C'est extrêmement important de bien connaître la différence entre les deux, parce que les usages de ces deux types de technologies ne sont pas nécessairement les mêmes, parce que les carburants utilisés ne sont pas du tout les mêmes par définition. Donc, du coup, je vais un petit peu insister là-dessus. On va voir un petit peu aussi tout ce qui est critères de performance, un petit peu le problème des pollutions. Donc ça, c'est une problématique qui est très très complexe pour le coup, les pollutions. Je vais essayer de traiter un petit peu ça. Et puis je finirai aussi sur la partie évolution technologique. Donc il y aura un petit peu plus de technique. Euh, donc on va parler de suralimentation, on va parler de GR, ce genre de choses. L'idée, c'est dans ce genre de cours, indépendamment de la stricte partie, j'allais dire thermodynamique scientifique, c'est aussi de vous fournir quelque part une culture technique sur tous ces aspects-là. Vous ayez déjà entendu parler, que vous ne soyez pas paumé quand vous entendez comme ça des termes techniques qui correspondent à des technologies particulières. Donc par rapport au cours qu'on a fait précédemment, là c'est le numéro 4, celui-là c'est vraiment le premier cours qui est appliqué machine. C'est-à-dire que ceux qu'on avait avant, c'était quand même essentiellement celui de compression pas trop, mais c'était quand même essentiellement des cours un peu fondamentaux, un petit peu généraux. Là, pour le coup, on rentre vraiment dans la technique. Donc effectivement, si vous creusez un peu, vous allez voir que la part de la thermodynamique stricto sensu, elle est quand même réduite par rapport à ce qu'on a fait avant.
Maintenant, c'est une école arts et métiers, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans la technique, il faut qu'on regarde comment est-ce que les machines fonctionnent, et c'est typiquement à ça que ce genre de cours sert. Alors, quelques définitions de base de ce que c'est qu'un moteur à combustion interne, parce qu'on verra par la suite qu'en fait, il y a plusieurs types de moteurs. Fondamentalement, un moteur à combustion interne, c'est un dispositif qui vous permet de produire du travail et qui fonctionne de telle manière que votre source de chaleur soit aussi votre gaz de travail. C'est-à-dire que vous avez un gaz de travail, vous faites réagir ce gaz de travail au travers d'une réaction de combustion. Alors comment est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement la fraction d'oxygène qui est disponible dans l'air, vous la mélangez avec un carburant, et en fait ce gaz de travail-là que vous allez faire réagir pour augmenter par exemple son énergie interne, eh bien ce gaz de travail-là, ça va être aussi votre source de chaleur. C'est-à-dire que c'est ce gaz qui héberge la réaction de combustion, qu'on dit exothermique, mais j'en ai déjà parlé, qui va en fait correspondre à une variation d'enthalpie de votre fluide de travail, et c'est cette variation d'enthalpie de votre fluide de travail que vous allez traduire sous forme de production d'énergie mécanique. Et donc du coup, effectivement, on utilise la plupart du temps le dioxygène de l'air comme comburant pour la réaction. J'avais déjà parlé des histoires de carburant, je reviendrai un petit peu dessus, c'est essentiellement liquide et gazeux dans ce type de machine. On va pas beaucoup plus loin que ça. Alors maintenant, du strict point de vue mécanique, il y a deux stratégies pour faire ça. Ou vous utilisez votre variation d'enthalpie de votre fluide pour accélérer votre fluide de travail. Pour ça, on verra, ça correspondra au cours d'après en fait. Donc vous accélérez votre fluide, vous augmentez sa vitesse, et puis cette vitesse, vous allez progressivement la convertir en énergie de rotation d'un rotor. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une machine rotodynamique. Donc vous avez ce qu'on appelle un turboréacteur, une turbine à gaz, un turbomoteur, ce genre de choses. Je reviendrai sur toutes ces définitions-là lors du prochain cours, vous verrez les distinctions qui existent entre eux. Et du coup, là, vous avez une machine rotodynamique. Donc ça, les machines rotodynamiques, c'est ce qu'on fera dans le cours prochain, dans le cours d'après, parce qu'en termes de contraintes, en termes de mode de fonctionnement, en termes de technologie, c'est très très différent de ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est quand vous avez un volume, une certaine quantité de gaz de travail, que vous allez le faire réagir à l'intérieur d'un volume donné, et qu'à l'intérieur de ce volume, ça va créer en fait une variation de ce volume-là. C'est-à-dire, vous imaginez que vous avez votre réaction qui a lieu au sein d'un système cylindre-piston, ça sera essentiellement ça. Principalement, vous verrez par la suite. Et ce système cylindre-piston, cette augmentation d'énergie, cette libération d'enthalpie, va se traduire par une variation de volume. Donc c'est ce qu'on appelle une machine volumétrique. À chaque instant, vous êtes censé pouvoir déterminer quel est le volume à l'intérieur duquel le gaz de travail est contenu, ce qui n'est pas du tout le cas dans une machine rotodynamique. Donc c'est ça qu'on appelle pour nous un moteur à combustion interne. Donc rigoureusement, moteur à combustion interne, ça veut dire que vous avez les deux. Vous avez ou les machines ouvertes rotodynamiques ou les machines fermées volumétriques. On parle aussi de machines à flux continu pour les machines rotodynamiques et de machines à flux alternatif pour les machines volumétriques. Moteur à combustion interne, dans le langage courant, c'est les machines volumétriques, mais rigoureusement, une turbine à gaz est aussi un moteur à combustion interne parce que c'est un moteur qui vous produit du travail avec comme fluide de travail qui se détend, le fluide qui héberge aussi la réaction chimique. Et puis, une dernière chose là-dessus, on fait la distinction en règle générale avec ce qu'on appelle les moteurs à combustion externe, ou moteurs de apport de chaleur externe. Donc, vous en avez peut-être, certains d'entre vous, déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les moteurs Stirling ou les moteurs Ericsson. Et en fait, il y a une compétition depuis de nombreuses années. Moi, j'ai travaillé dans le domaine, donc j'ai des collègues qui bossent là-dessus, des anciens collègues qui bossent pour essayer d'améliorer les moteurs Stirling. Et il y a une espèce de pseudo-compétition entre ces moteurs à apport de chaleur externe, type Stirling, et les moteurs à combustion interne. Et si vous fouillez un petit peu sur Internet, vous allez trouver plein de gens qui vont vous vendre des solutions miracles, qui vous disent le moteur Stirling, c'est la solution d'avenir. Bon. La différence fondamentale que vous avez avec ça, sans nécessairement faire de schéma, mais je pense que c'est relativement clair, dans un moteur à apport de chaleur externe, le gaz de travail et la source de chaleur sont dissociés. C'est deux choses différentes. Et entre ces deux choses, il y a nécessairement une paroi. Il y a des parois matérielles, il y a des parois métalliques, il y a des échangeurs, il y a des choses comme ça. Et en fait, ce qui fait le défaut des moteurs à apport de chaleur externe, c'est justement ces barrières que vous avez entre la source de chaleur externe et puis le gaz qui lui est chargé de produire la dilatation des pistons et donc la production de travail. Ce qui fait la supériorité écrasante du moteur à combustion interne. Et c'est ça qui fait sa domination. Il faut être très clair, une technologie, elle ne s'impose pas par un complot de lobby ou je ne sais pas quoi. Elle s'impose parce qu'elle est plus efficace et parce qu'elle est plus rentable et parce qu'elle est plus facile, parce qu'on trouve du carburant partout. L'hégémonie du moteur à combustion interne, ça s'explique comme ça. C'est vraiment une technologie qui est supérieure à toutes les technologies jusqu'à maintenant, même si, et on va revenir dessus en détail, elle a beaucoup d'inconvénients, évidemment, beaucoup de défauts. Il faut vraiment garder en tête que dans un moteur à combustion interne, étant donné que le fluide de travail et la source de chaleur sont au même endroit, vous n'avez pas ce type de résistance.
Donc automatiquement, la chaleur, comment est-ce qu'on pourrait dire, elle se libère dans tout le volume de travail, dans tout le gaz de travail. Et là, bah, automatiquement, vous avez une puissance rapportée au volume de travail qui est sans commune mesure avec ce que vous avez par ailleurs. Et c'est essentiellement ça la raison pour laquelle ces moteurs-là sont aussi performants et sont aussi répandus. Pas de secret. Alors, quelques points de vocabulaire, mais pour le coup assez rapidement, parce que ça, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. C'était juste parce que dans la suite, je vais utiliser ce vocabulaire-là de façon récurrente, sans même y penser. Et du coup, je voudrais être sûr que tout le monde suive bien de quoi on parle. Donc, pour tout ce qui est bielle manivelle, alors vous voyez un petit peu ici sur le schéma que vous avez à gauche de l'image. Donc, vous avez le piston qui coulisse dans le cylindre. Vous avez la bielle qui est la partie ici notée 3 qui relie le piston à la partie 4 qu'on appelle le vilebrequin ou la manivelle. D'accord. Et puis ensuite, généralement, le diamètre du cylindre, on l'appelle l'alésage. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce type de. C'est le vocabulaire consacré dans ce domaine-là. Quand je vais parler de course, la course, ça va juste être un déplacement complet du piston. Donc, depuis sa position la plus basse, qu'on appelle le point mort bas, jusqu'à sa position la plus haute, qu'on appelle le point mort haut. D'accord. Et le volume qui est balayé par ce déplacement du piston, c'est ce qu'on appelle la cylindrée. Et le volume qui reste au fond du cylindre, donc le volume minimum qui est atteint par le gaz à partir du moment où le piston est dans son point mort haut, c'est-à-dire position haute, c'est ce qu'on appelle le volume mort. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et pour le rapport volumétrique, normalement, on l'avait déjà vu ensemble, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, si j'enchaîne avec une petite animation, parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo. Dans la suite, je vais essentiellement parler de moteurs à combustion interne volumétrique, c'est-à-dire des moteurs à l'intérieur desquels vous avez un gaz qui va réagir. Cette réaction va produire une variation de pression et donc une variation de volume, et vous allez récupérer cette variation de volume pour faire du travail. Ça, c'est le principe de base. Et dans 99 quelques % des cas, ça sera toujours au travers d'un système Biel-Manivelle-Vilebrequin, celui que je viens de présenter juste avant. Pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, des raisons de durabilité, des raisons d'usure, d'équilibrage, de connaissances techniques aussi, parce que les gens ont l'habitude de concevoir et de fabriquer ce type de machine. Donc évidemment, ça, le poids des habitudes est extrêmement lourd dans le domaine de la technologie. Donc là encore, il ne faut pas imaginer des raisons occultes pour lesquelles on a des systèmes biel-manivelle partout. C'est vraiment, c'est ça, pour l'instant, le système qui est clairement le plus efficace. Alors il y a quand même d'autres alternatives. Donc si vous pouvez voir un petit peu sur ce transparent, vous avez notamment à gauche ce qu'on appelle le moteur Wankel, donc qui a été développé par un ingénieur allemand. Et le moteur Wankel, c'est aussi ce qu'on appelle couramment le moteur rotatif. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du moteur rotatif. Ben voilà, c'est ça. Donc ça avait été, il y avait pas mal de tentatives qui avaient été faites pour l'installer sur des véhicules notamment. Ça avait tourné pendant de nombreuses années, donc notamment chez Mazda sur la série des RX, donc les RX6 et RX7. Alors je suis pas sûr, à chaque fois je me trompe, mais je crois que la RX8 c'était déjà un moteur à piston, mais je suis pas certain. Si certains d'entre vous peuvent aller vérifier sur Wikipédia et me corriger en live, n'hésitez pas. Donc ça a tourné quand même pendant quelques années. Donc du coup, c'était quelque chose qui était suffisamment mature du point de vue techno pour pouvoir produire, pour pouvoir être utilisé en grande série. Donc vous voyez le mode de fonctionnement ici sur le schéma à gauche. Hein. Donc intake en anglais, c'est l'admission. Donc vous avez en haut vos gaz frais qui arrivent. Alors je reviendrai sur le vocabulaire, mais le gaz frais, dans un moteur comme ça, en tout cas comme c'est un moteur à allumage commandé, j'expliquerai après pourquoi, le gaz frais, c'est l'air et le carburant. Donc vos gaz frais rentrent, ils sont comprimés, ils sont poussés du coup vers les deux bougies d'allumage. Donc là, vous avez un moteur, ce qu'on appelle allumage commandé, qui va déclencher la combustion. La combustion va automatiquement entraîner une variation d'énergie interne qui va se traduire par une augmentation de température, augmentation de pression. Et cette augmentation de pression pousse le piston, comme vous pouvez le voir dans son sens de rotation. Et ensuite, vous récupérez les gaz d'échappement. Donc exhaust, c'est les gaz d'échappement en anglais. Et donc vous avez l'échappement qui se fait ici par le bas. Et le but du jeu, évidemment, c'est de produire un travail mécanique de rotation en utilisant ce type de structure. Donc comme je vous disais, ça a fonctionné. Je ne sais plus exactement quelles étaient les autonomies, enfin les durées de vie des véhicules, mais a priori c'était comparable aussi au système cylindre-piston. Il y avait quand même un certain nombre de soucis, notamment au niveau de ce qu'on appelle la segmentation, donc en fait l'étanchéité. Donc si vous regardez un petit peu le piston ici en forme de triangle, vous avez le bout du triangle qui vient en fait au contact de l'intérieur de la chambre. Et ça, du point de vue tribologie, du point de vue frottement, c'était un petit peu compliqué à gérer. Et puis ce qui a surtout joué contre Mazda, j'en avais déjà parlé à certains d'entre vous, je pense, en TD, c'est le fait que pour qu'un moteur fonctionne bien et pour qu'un moteur soit répandu sur le marché, il faut aussi qu'il y ait une chaîne industrielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous ayez des gens qui soient formés, il faut que vous ayez des gens qui connaissent la machine, il faut que vous ayez des pièces détachées, il faut que lorsque vous tombez en panne, vous ne soyez pas obligé de trouver les 3-4 mécaniciens en France qui savent réparer ce type de moteur. Je caricature un petit peu. Mais évidemment, sur un moteur avec une structure classique, même si aujourd'hui c'est plus compliqué parce que les moteurs modernes sont
très enfermé et beaucoup plus difficile d'accès même pour les garagistes. C'est pas du tout le même investissement en temps et en argent de réparer un moteur qui est basé sur une technologie qui est bien connue par tout le monde ou sur une technologie complètement nouvelle où pour le coup vous avez très très peu de gens formés là-dessus. Alors chez Mazda, je suppose qu'il y avait tout ce qu'il fallait, mais c'est vrai que quand vous étiez paumé avec votre RX-7 en plein milieu de la Cambrousse et qu'il n'y avait pas de concession Mazda à 100, moins de 100 km, c'était quand même pas évident de trouver un mécanicien capable de vous réparer un moteur rotatif. Donc ça c'est quelque chose qui joue quand même beaucoup. Et puis donc il y a un autre exemple que je vous ai montré aussi à droite sur la diapo. Alors celui-là, je le trouve particulièrement rigolo parce qu'en plus l'animation est plutôt jolie. Donc là, pour le coup, c'est des cylindres pistons, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui change par rapport aux structures classiques, c'est le système bielle-manivelle. Donc là, vous n'avez plus de vilebrequin. Vous avez un système ici avec un rotor et du coup, l'idée, évidemment, c'est d'arriver à faire synchroniser les allumages au niveau des 5 pistons pour que leur dilatation successive fasse que vous fassiez tourner le truc dans le bon sens. Alors, si je reviens sur des structures un petit peu plus classiques, donc en termes de topologie, donc je reviens sur des systèmes cylindres-pistons. Il y a différentes architectures, il y a différentes manières de placer ces systèmes cylindres-pistons les uns par rapport aux autres. Donc assez rapidement. Hein. Vous avez la structure classique ici qui est en haut à gauche, la structure notée A, qui correspond en fait au monocylindre. Donc ça pour le coup c'est le truc simple. Voilà, c'est un monocylindre. Il y a assez peu de moteurs, à part les toutes petites cylindrées qui fonctionnent en monocylindre. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les cylindres en ligne. Donc ça c'est juste à côté, c'est la structure B. Donc là vous les mettez les uns derrière les autres. Qui correspond quand même à une bonne partie des moteurs jusqu'à des cylindrées relativement réduites. Donc en gros, pour la plupart des véhicules automobiles, voilà, si vous n'êtes pas sur des trop gros moteurs, vous êtes sur ce type de structure. À un moment donné, quand vous allez vouloir augmenter la puissance, et je reviendrai dessus sur la formule, comment est-ce qu'on exprime justement cette puissance en fonction de la taille du moteur, ça sera un petit peu plus tard, vous avez besoin d'augmenter la cylindrée de votre moteur. Vous avez besoin d'avoir des moteurs plus gros, avec des volumes plus gros, parce qu'un volume plus gros, ça veut dire plus d'air et donc plus de carburant et donc plus de puissance. Basiquement, c'est ça. Et si vous faites tout en ligne, au bout d'un moment, évidemment, vous allez vous retrouver avec un moteur qui sera très lent, qui sera très très difficile à placer sous votre capot. Donc c'est pour ça qu'on passe sur des structures ici. Vous avez la structure en V, donc le moteur en V, structure qui est notée C ici. Donc on connaît généralement les V6, les V8, les V12. Bon, en général, évidemment, c'est un nombre pair parce que sinon vous avez du mal à équilibrer. Qui dans certains cas ont d'ailleurs des bruits caractéristiques, des bruits de vibration pour ceux qui connaissent, qu'on reconnaît un petit peu à l'oreille. Donc ça, c'était évidemment sur les grosses cylindrées. Sur les véhicules modernes, c'est pas forcément le cas parce qu'on a quand même tendance, je reviendrai dessus aussi, à essayer de minimiser la taille des moteurs pour minimiser la consommation. Donc ce qu'on appelle en anglais le downsizing, il n'y a pas vraiment de traduction en français malheureusement. Mais, donc c'est pas forcément très très à la mode sur les moteurs modernes, sauf évidemment sur les véhicules où le but du jeu c'est de montrer qu'on peut avoir de la puissance disponible, même si pour le coup la finalité elle est quand même largement discutable. Et puis on peut pousser la logique un peu plus loin et faire un moteur en W, donc là c'est la structure E ici qui est juste en dessous, où là pour le coup vous avez 3 lignes de cylindres, donc là ça vous fait un moteur qui est extrêmement compact. Du point de vue équilibrage mécanique, c'est une autre paire de manches, à mon avis ça doit quand même être au niveau du calcul des vilebrequins, ça doit être quelque chose. Enfin ça existe, il y a assez peu de véhicules, hein. Vous pouvez chercher sur Wikipédia moteur en W, vous n'allez pas trouver beaucoup de véhicules qui sont équipés de ça, et la plupart du temps c'est des véhicules qui sont quand même ultra chers. Alors il y a la structure D ici qu'on appelle le moteur à plat. Donc ce qu'on appelle, c'est du flat, alors généralement c'est comme ça que c'est désigné. Ça c'est les moteurs, alors c'est essentiellement associé à Porsche, Volkswagen Porsche en tout cas, c'était eux qui avaient expérimenté ça en premier. Alors il me semble que c'est plutôt Benz, hein. C'était à l'époque d'Emmer Benz qui avait développé cette technologie-là, mais par contre Ferdinand Porsche l'avait repris et quasiment toutes les Porsche sont équipées avec ce type de moteur. Donc vous avez ici 2 pistons qui sont en fait à l'horizontale, et en fait selon qu'ils se baladent, enfin selon qu'ils poussent en phase ou déphasés, on parle de moteur boxer. Comme sur les coccinelles par exemple ou sur les Porsche, et puis le moteur en V. Donc en gros les moteurs en V, vous avez un certain déphasage quand ils vibrent en opposition pour éliminer en fait les effets latéraux, les efforts latéraux, on appelle ça un moteur boxer. Donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est très plat, ça permet d'abaisser le centre de gravité. Enfin bon, ça fait un bruit aussi tout à fait caractéristique, hein. Le bruit des Porsche il vient de là. C'est pas très très répandu, hein. Pour l'instant il n'y a que Porsche qui utilise ça. Et puis vous avez 2 structures tout en bas, je vais le passer assez rapidement parce que c'est plus trop utilisé. Vous avez le très joli moteur en étoile en bas à droite, la structure G, qui était utilisée surtout sur les avions. Donc si vous prenez
vieilles photos d'avions ou des films d'époque, des avions de guerre, en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à peu près, vous aviez encore beaucoup de ces moteurs en V, des moteurs en étoile, pardon. Donc vous avez toute une série de moteurs qui étaient montés en étoile, qui étaient connectés sur un seul vilebrequin qui donnait sur l'hélice. Parce que le gros avantage, évidemment, c'était au niveau du refroidissement. Parce que du coup, vous aviez tous vos cylindres qui étaient refroidis par air, vous aviez tout l'air qui venait de l'hélice qui allait refroidir ces cylindres-là, donc ça permettait d'évacuer la chaleur assez facilement. Par contre, au niveau équilibrage, vibration, c'était un véritable cauchemar, segmentation et tout. Donc ils ont laissé tomber. Dès la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à faire des moteurs en ligne sur les avions, et puis très rapidement, on a laissé tomber les moteurs en ligne pour passer sur les turboréacteurs ou turbomoteurs. Donc ça, j'en parlerai lors du prochain cours. Et puis la dernière structure ici, c'est la structure en piston opposé, donc F, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus rare à utiliser. Alors c'est un petit peu complexe parce que du coup, le déphasage entre les deux pistons doit vraiment être ajusté par rapport aux apports de chaleur pour provoquer la dilatation avec le bon rendement. Il y a des technos qui existent, mais pour l'instant, c'est très très peu commercialisé. Donc tout ça pour vous dire que on associe le moteur à combustion interne à cylindre-piston. Alors, oui et non, il y a plein d'autres technos que le cylindre-piston qui permettent de transformer cette variation d'énergie interne en travail produit. Et puis même si vous êtes en cylindre-piston classique, vilebrequin, il y a encore plein de manières différentes, plein de topologies différentes pour obtenir ça. Alors, une fois que je suis passé sur la partie topologie, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on appelle un moteur à 4 temps ou un moteur à 2 temps. Même si, dans la plupart du temps, et on en discutera, le moteur à 4 temps est quand même très largement hégémonique par rapport au moteur à 2 temps. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Un temps, dans le domaine des moteurs à combustion interne, c'est un déplacement, c'est une course complète de piston. En gros, quand votre piston fait point mort haut, point mort bas, il fait un temps. S'il fait point mort bas, il remonte au point mort haut, il fait 2 temps, 3 temps, 4 temps, etc. Donc en gros, un temps, c'est un demi-tour de vilebrequin. Quand vous faites un tour de vilebrequin, vous faites 2 temps. Vous faites 2 tours de vilebrequin, vous faites 4 temps, etc., etc. Un moteur à 4 temps, donc vous avez l'animation qui est ici à droite. C'est un moteur dans lequel, basiquement, votre gaz de travail ne se trouve que d'un côté du piston. Il se trouve que sur la partie supérieure, il est au-dessus du piston, et ce gaz de travail ne va jamais en dessous du piston. Alors comment est-ce que ça fonctionne basiquement? Je regarde un petit peu mon animation ici. Je me retrouve avec ce qui correspond à mon canal d'admission ici, avec les petites bulles, petites particules de gaz bleues, donc qui se situent à gauche, et puis l'échappement ici qui se situe à droite. Donc là, j'ai un moteur à 4 temps à allumage commandé. Je reviens sur ce que c'est que les allumages commandés juste après. Ce qui va se passer, donc là, j'ai un temps, j'ai l'air qui rentre, je comprime deuxième temps, j'enflamme, je détends, et ensuite j'ai l'échappement. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que comme mon gaz ne se trouve que sur le dessus du piston, j'ai besoin d'un temps pour l'aspirer, un temps pour le comprimer. Alors après, enflammer, on verra que ça ne correspond pas rigoureusement à un temps, en tout cas pas dans un moteur à essence. Ensuite, j'ai besoin d'un temps pour détendre et produire du travail, et j'ai besoin d'un quatrième temps pour arriver à échanger, à relâcher le gaz vers l'extérieur. D'accord? Donc c'est ce que vous avez sur l'animation ici. Donc je le refais, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Et du coup, pour passer d'une charge fraîche, d'un gaz frais complet à un gaz de combustion, il vous faut 4 temps. Donc il faut 2 tours de vilebrequin. Donc ça signifie que vous produisez du travail sur un temps sur 4. Vous avez juste la phase 3, d'accord? Donc je reprends, 1, 2, voilà. 3, là je produis du travail, et là 4, je rejette. Donc un temps sur 4. Comment est-ce qu'on gère les ouvertures, les accès au gaz entrant et sortant? Via ce qu'on appelle des soupapes, hein, donc c'est ce que vous avez ici en haut. Donc là, c'est un montage assez classique avec un arbre à cam monté sur le vilebrequin. Donc vous voyez, vous avez la bielle, le vilebrequin, vous avez des engrenages. C'est une vieille structure de moteur, hein, c'est un moteur de moto assez ancien. Par contre, il est assez sympa parce qu'on voit plein de choses dessus. Et donc du coup, vous avez votre engrenage. Votre engrenage, lui, il va soulever une tige qui va en fait actionner une came. Donc voilà, c'est la came qui va soutenir la tige. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un culbuteur. Donc le culbuteur, c'est la partie verte en haut là. Et automatiquement, quand la came se soulève, elle pousse la tige qui bascule le culbuteur. Et là, vous ouvrez, vous fermez votre soupape. Et donc, du coup, évidemment, les ouvertures de soupape, ouverture et fermeture de soupape sont coordonnées avec la rotation de la machine et avec l'allumage. Donc là, c'est assez rigolo parce qu'on voit même le petit capteur électronique d'allumage. C'est ce qu'on avait sur les moteurs de temps quand j'étais jeune. C'est assez rigolo. Vous avez une bobine qui charge. Et puis, de temps en temps, vous avez ce contact électrique qui se fait et qui déclenche en fait la combustion via la bougie. C'est vraiment du très vieux moteur. Hein. C'est un moteur de moto. Il est probablement plus vieux que moi. En tout cas, c'est les soupapes qui gèrent l'entrée des gaz frais et le rejet des gaz brûlés vers l'extérieur. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a plein de stratégies différentes. Maintenant, on a ce qu'on appelle
des distributions variables. Donc en fait, parce qu'en fonction de la vitesse à laquelle vous tournez, en fonction de la puissance que vous voulez produire, des fois il est plus indiqué de retarder ou au contraire d'avancer l'ouverture ou la fermeture de certaines soupapes. Et donc ça, il y a plusieurs techniques pour le faire. Il y a une technique qui avait été utilisée notamment sur les Formule 1, mais qui n'a jamais été commercialisée parce que visiblement c'est trop compliqué, c'est les distributeurs électropneumatiques. Donc vous imaginez, vous avez des distributeurs, donc là c'est parfait parce que vous gérez absolument comme vous voulez, quand est-ce que vous ouvrez ou fermez. Visiblement c'est tellement complexe que ça n'a jamais été industrialisé parce que dès qu'il y a une panne, c'est un véritable enfer. Et donc du coup, pour passer d'une distribution fixe à une distribution un peu plus variable, on a ce qu'on appelle des déphaseurs. Donc, c'est assez facile, vous tapez déphaseur, vous allez avoir les schémas techniques de ce genre de choses. C'est des systèmes qui permettent de faire varier le moment où on ouvre les soupapes en fonction de ce qu'on veut faire sur notre moteur. Donc le moteur a 4 temps, je reviendrai dessus juste après, il occupe, c'est quasiment tous les moteurs. Il y a très très peu de moteurs qui ne sont pas à 4 temps. On verra que l'alternative, c'est le moteur à 2 temps. Et le moteur à 2 temps, il est limité ou aux toutes petites cylindrées ou aux très très grosses cylindrées. Alors, le moteur à 2 temps, justement. C'est quoi sa spécialité? Alors là, si vous regardez, vous avez l'animation ici à droite, c'est un moteur à 2 temps à allumage commandé. Toujours pareil, c'est une bougie qui va déclencher la combustion. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez changer de charge fraîche tous les tours. En fait, parce que ce qui se passe, c'est que votre temps d'admission, ça correspond aussi au temps de compression. Donc là, ça va un peu vite, mais en gros, quand votre piston monte, automatiquement, vous allez pousser du coup le gaz vers le haut pour qu'il se fasse comprimer avant de se faire enflammer. Et en poussant ça, vous allez augmenter le volume qui se trouve en bas du piston. Et en augmentant ce volume, vous allez aspirer le gaz de l'extérieur. Donc en fait, quand vous comprimez le gaz avant de l'enflammer, vous allez aspirer la quantité de gaz suivante. C'est comme si vous aviez en permanence 2 charges qui oscillent dans le moteur, qui entrent et qui sortent du moteur. Et puis ce qui se passe ensuite, c'est que lors de la phase de détente, donc quand votre piston va redescendre, ce qui se fait, c'est qu'il va augmenter la pression sous lui, et du coup ça va pousser le gaz sur le côté, donc le gaz frais va remonter vers la partie où il est censé être comprimé, donc c'est ce qu'on appelle les transferts, donc le canal ici où le gaz passe, c'est ce qu'on appelle les transferts, et les ouvertures entre les transferts et l'intérieur du cylindre, c'est ce qu'on appelle les lumières. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un moteur à 2 temps, c'est qu'en fait il fait un cycle thermodynamique complet en 2 temps, c'est-à-dire un tour de vilebrequin. D'accord? Vous faites un tour, vous avez renouvelé entièrement la charge fraîche. Alors, ça peut paraître intéressant, il y a quand même un certain nombre de problèmes techniques qui font que ce n'est pas forcément très très généralisé. C'est très simple et très robuste. Il n'y a pas de système de soupape, vous pouvez voir, il n'y a pas de soupape sur ces moteurs-là. Il existe des moteurs de temps en soupape, mais les petites cylindrées comme ça, ce n'est pas nécessaire. On peut tout faire avec ce qu'on appelle un clapet, donc c'est ce que vous avez en bas à droite ici, le petit truc vert qui se trouve, ça c'est ce qui correspond à un clapet. Donc c'est extrêmement simple, c'est extrêmement robuste. C'est très léger aussi parce que vous n'avez pas justement tout ce qui est dispositif mécanique qui permet d'ouvrir ou de fermer les cames, les soupapes. Donc du coup c'est très 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 simple et c'est pour ça que ça a été utilisé. C'est toujours utilisé en grande partie pour les petites cylindrées. Donc moteur à 2 temps, allumage commandé, typiquement les scooters, les motos de petites cylindrées, ce genre de choses. C'est aussi utilisé mais en mode diesel, donc ce qu'on appelle allumage par compression, sur les moteurs de bateau, les très gros moteurs de bateau, ceux qui ont des cylindrées qui se comptent en mètres cubes. Donc les plus gros moteurs, c'est des moteurs polonais, ça doit être Wärtsilä qui les fabrique. Ils font 1 mètre de diamètre et quasiment 2 mètres de course. Donc vous imaginez un peu la taille, c'est absolument gigantesque, ça tourne à quelques dizaines de tours par minute, avec des efficacités, des rendements qui sont exceptionnels. C'est vraiment, ça fonctionne très très bien, et ça c'est du moteur de temps. Donc en gros, c'est utilisé uniquement sur les toutes petites cylindrées ou sur les très grosses cylindrées. Le gros inconvénient, évidemment, c'est au niveau du réglage, parce que du coup, l'entrée des carburants se fait, donc c'est un gaz frais, c'est mélangé. En tout cas, pour un allumage commandé, vous avez le gaz frais qui rentre ici. Arriver à gérer finement la façon dont vous injectez la charge fraîche dans le moteur, c'est très compliqué. Le calcul des transferts avec les lumières, les pertes de charge que ça implique, c'est affreusement complexe. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas des plages de variation de vitesse où c'est vraiment très très performant. Si vous voulez faire varier la vitesse de rotation dans des valeurs larges, c'est un petit peu compliqué à régler. Et le gros problème surtout, c'est que c'est polluant. Pour une raison toute simple, c'est que comme le gaz de travail se retrouve dessous, il est au contact en fait de toute la partie rotation, donc vous avez les paliers, les roulements, ce genre de choses, tout ce qui permet au biais de manivelle de tourner. Vous avez votre gaz frais qui arrive, qui peut être sec, donc il faut que vous lubrifiez. C'est-à-dire que si vous voulez garder du lubrifiant au contact des parties tournantes dans le dessous du moteur, eh bien vous êtes obligé d'ajouter du lubrifiant dans l'air, directement dans la charge fraîche, ou de l'injecter directement dans le moteur, c'est ce qu'on appelle un graissage séparé. Mais dans tous les cas, vous avez le lubrifiant qui est mêlé avec la combustion. Et ça, évidemment, c'est absolument catastrophique. Vous vous retrouvez avec de l'huile qui se retrouve aspirée et qui est passée dans le mélange brûlé. Et c'est ce qui explique que les moteurs de temps puent. Voilà, très souvent, ils puent, ils font des flammes bleues, des choses comme ça. Des fumées bleues, pardon. Il y a beaucoup de suie, des choses comme ça.
Donc pour les moteurs, en tout cas de petite cylindrée, la combustion est absolument catastrophique. C'est très très mauvais. Et donc du coup, ça a tendance à pas être utilisé aussi pour cette raison-là. Si on se retrouvait avec un trafic automobile en ville avec des moteurs à deux temps, l'air serait tout simplement irrespirable. Donc c'est vraiment difficile à faire. Sur les moteurs de grosse cylindrée, par contre, sur les moteurs diesel de bateau, comme c'est des moteurs qui sont absolument énormes, eux, ils ont des post-traitements au niveau des échappements qui sont très efficaces et qui font qu'au final, on rejette quand même relativement peu. Si c'est bien fait, voilà, c'est toujours pareil. Mais si c'est bien fait, un moteur de bateau, il est quand même très très peu polluant, toute proportion gardée par rapport à un moteur plus petit, parce qu'ils ont la place pour mettre des gros systèmes de traitement des effluents, quand évidemment on ne peut pas mettre sur un scooter. Vous imaginez un système de traitement qui soit aussi bon que le scooter, ça poserait quand même pas mal de problèmes. Alors, énergie d'activation et mode de l'image. C'est là qu'on va avoir un truc qui va être, on va dire, on va essayer de faire des choses pratiques. Je fais toujours des trucs pratiques, mais là pour le coup, cette partie-là, elle est un petit peu plus importante. C'est la différence fondamentale que vous avez entre un moteur à ce qu'on appelle en français à essence, donc à allumage commandé, et ce qu'on appelle en français un moteur diesel, donc un moteur à allumage par compression. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle réaction chimique, quelle qu'elle soit, une réaction chimique ne peut pas démarrer s'il n'y a pas d'énergie d'activation. Si vous mélangez des réactifs et qu'à un moment donné, vous n'avez pas un phénomène d'excitation qui permet juste de pousser les réactifs pour qu'ils se rencontrent suffisamment, de façon suffisamment intense, pour déclencher la combustion, pour déclencher la réaction de façon générale, vous ne pouvez pas déclencher votre réaction. Donc, si vous mettez du carburant et de l'air et qu'il ne se passe rien, ça ne va pas démarrer. Il faut trouver quelque chose. Et du coup, nous, ce qu'il nous faut, c'est arriver à trouver un moyen, lorsqu'on a donc cet air qui contient cet oxygène qu'on veut utiliser comme carburant d'un côté, et puis ce carburant de l'autre côté, trouver un moyen de les faire se rencontrer, de les combiner pour arriver à libérer cette énergie. Et en fait, la théorie chimique qui permet d'exprimer ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du complexe activé. Donc je vous l'ai représenté très rapidement sur le schéma ici qui est à gauche. Donc ici, vous imaginez, c'est du gaz naturel. Vous savez, du méthane, c'est le carbone, c'est le noir, et les rouges, c'est les hydrogènes. Et puis vous avez vos deux oxygènes qui vont se combiner avec. Donc c'est l'équation de combustion du méthane qu'on avait déjà vu lors du cours précédent, il n'y a rien de nouveau. Et en fait, on calcule cette barrière d'activation en supposant que c'est l'énergie qui est nécessaire pour complètement dissocier. D'accord, vous imaginez que vous avez complètement dissocié. Donc vous avez bel et bien un carbone, deux oxygènes, enfin un carbone, quatre oxygènes et quatre hydrogènes, d'accord, qui se baladent là. Et une fois qu'ils se sont complètement dissociés les uns des autres, ils se réassemblent, mais d'une manière différente, d'une manière qui correspond à une variation d'énergie qui nous intéresse. D'accord, et du coup, on se retrouve effectivement ici en bas à droite avec ce qui correspond au CO2. Donc vous avez carbone et deux oxygènes, plus deux molécules d'eau, d'accord, un hydrogène et un oxygène et deux hydrogènes, pardon, couplés l'un à l'autre. Et le sens de cette réaction, encore une fois, c'est la thermodynamique qui le dit, c'est parce que vous vous retrouvez avec, en gros, une entropie plus importante au niveau des produits que ce que vous aviez au niveau des réactifs. Du coup, si vous voulez que la réaction évolue dans le temps, qu'elle évolue spontanément, elle ne peut le faire que dans ce sens-là. Et ce qui correspond aussi pour nous, c'est là que ça nous intéresse, à une réaction exothermique, c'est-à-dire qui va se traduire par une variation d'enthalpie négative qu'on peut potentiellement récupérer sous forme de travail ou de chaleur en fonction de ce qu'on veut faire. Nous, aujourd'hui, c'est plutôt ce qui correspond à du travail. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, en fait, tout va dépendre de la nature du carburant. Et c'est en fait la raison pour laquelle vous avez la différence entre un moteur essence et un moteur diesel. C'est pas quelque chose qui est aussi évident que ça a priori, parce que on s'imagine qu'on a inventé en fait les technologies de moteur et ensuite on s'est débrouillé pour trouver les carburants. En fait, c'était l'inverse. On avait déjà les carburants avant et il a fallu développer des technologies de moteur qui permettaient de brûler ces carburants-là. Et du coup, le moteur à essence est arrivé en premier. Parce qu'on, alors essence, pourquoi essence? On traite ça dès le départ. C'est le moteur ce qu'on appelle à allumage commandé, c'est celui que je vais présenter juste après. C'est parce qu'on utilisait des carburants avec ce qu'on appelle des bas points d'ébullition, donc en fait qui s'évaporent très très facilement et qui sentent fort, qui puent. Voilà. L'essence, normalement, c'est le synonyme de parfum, d'essence, de rose. Voilà, c'est pas toujours quelque chose qui est négatif ou péjoratif. Ça l'est devenu un peu parce que maintenant on pense essentiellement au carburant, mais à l'origine le mot essence c'était très très positif. C'est quand vous avez une odeur. Donc vous avez un carburant qui sent fort avec une odeur très forte, et ça c'est des carburants légers parce qu'en fait ils s'évaporent facilement. Les carburants légers s'évaporent facilement, et donc c'est ce qu'on appelle des essences. Et en français on a appelé ça des moteurs à essence. Donc en gros, quand vous avez des carburants légers, vous allez plutôt utiliser de l'allumage commandé parce que vous allez avoir besoin de forcer le déclenchement de la combustion comme ça. Par contre, quand vous avez des carburants lourds, donc des carburants qui s'évaporent beaucoup moins facilement, mais qui paradoxalement, pas paradoxalement, mais en tout cas vont s'enflammer beaucoup plus facilement, vont se briser beaucoup plus facilement, là vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle, vous allez devoir utiliser de l'allumage par compression. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un moteur à allumage commandé? C'est quand vous voulez utiliser justement des carburants qui sont relativement difficiles à déclencher, à initier la combustion. Donc ça va être des carburants légers, donc ça va être des essences, ça va être des alcools, on peut façonner des moteurs avec 100% d'éthanol, ça va être des gaz,
Donc maintenant, on envisage effectivement très sérieusement les moteurs à gaz naturel, les moteurs à hydrogène. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des moteurs à gaz de pétrole liquéfié, donc un mélange de propane-butane. Donc tous ces carburants-là, qui sont des carburants relativement légers et qui sont faciles à évaporer mais difficiles à brûler, il faut y aller, et bien là on est obligé de déclencher en quelque sorte manuellement la combustion. Et ça on le fait via ce qu'on appelle une bougie d'allumage, donc qui va être le système, donc c'est une décharge électrique qui localement va produire une augmentation de température très très locale, mais cette augmentation de température va se propager et vous allez produire ce qu'on appelle un fond de flamme. Donc comment est-ce que ça fonctionne? J'ai du mélange frais qui entre dans ma chambre de combustion. Alors je parlerai des injections directes après, mais on va rester sur ce qu'on appelle une injection indirecte, c'est-à-dire qu'on mélange le carburant et l'air avant l'entrée dans le cylindre. Donc vous avez votre gaz frais qui est en fait composé d'air et de carburant qui ont déjà été dosés correctement. Et puis vous allez les comprimer. Et quand vous allez arriver à proximité du point mort haut et que vous allez augmenter automatiquement un petit peu la température, mais surtout la pression de votre gaz frais, et bien là, votre bougie d'allumage va déclencher la combustion. Donc à un endroit donné, donc ici, la bougie d'allumage, elle se trouve ici en haut à droite, on voit sa forme. Et du coup, de là, va partir un processus de combustion, donc c'est ce qu'on appelle une flamme de prémélange. J'en avais déjà parlé lorsque je vous avais fait l'explication sur les flammes. Donc vous avez une flamme de prémélange. Et en fait, vous avez votre front de flamme qui va se déplacer. Donc ici, si je représente un petit peu, ce qui est en rouge, le A, c'est ce qui correspond à ce qui a déjà été brûlé. Et le U, c'est ce qui n'a pas encore été brûlé. C'est ce qu'on appelle les gaz frais. Et en fait, sur ce schéma-là, eh bien, à quoi ça correspondrait? C'est tout simplement une propagation du front de flamme qui viendrait depuis la bougie ici et qui se propagerait de la droite vers la gauche jusqu'à ce que tout le mélange ait été brûlé. D'accord? Et du coup, dans des moteurs comme ça, ce qui est absolument essentiel, c'est cette vitesse de front de flamme. Parce qu'il faut que cette vitesse de front de flamme soit suffisamment rapide pour que vous puissiez arriver à brûler l'intégralité de votre mélange frais pendant la phase voulue. D'accord? Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que ça va se faire de façon très très rapide, et c'est la raison pour laquelle je vous montrerai après. On suppose généralement que cette transformation-là, elle est isocore. D'accord? Parce que en fait, votre front de flamme, il se déplace tellement rapidement par rapport au mouvement de votre piston que votre mouvement de piston a quasiment pas le temps de bouger. Et donc, du point de vue thermodynamique, on peut faire l'approximation que c'est isocore, ça marche plutôt pas mal. D'accord? Comment est-ce qu'on fait en pratique pour déclencher l'allumage? Donc, on a ce qu'on appelle de l'avance à l'allumage. Donc, en fait, on fait des tests expérimentaux, essentiellement. On fait des tests sur banc, et en fonction des tests sur banc, on a ce qu'on appelle des maps. Alors, on utilise encore le mot anglais, donc des cartographies moteurs. Et en fait, ces cartographies moteurs permettent de déterminer, pour tel couple et pour tel régime de fonctionnement, à combien de degrés avant le point mort haut je dois déclencher mon allumage pour être en puissance max. Généralement, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle le MBT, le maximum break torque. Donc, vous cherchez systématiquement à ajuster votre avance à l'allumage pour obtenir la puissance maximale produite. Et ça se fait via ce qu'on appelle des maps moteurs, donc des cartographies, dans le calculateur électronique. Et en fait, le calculateur électronique, lui, il a des capteurs qui lui donnent la vitesse de rotation, donc il estime un certain nombre de paramètres, et en fonction de ça, il ajuste la valeur de l'avance à l'allumage. Il n'y a pas de rétroaction, par contre. Sur ce type de contrôle, de système de contrôle commande, c'est ce qu'on appelle de la commande en boucle ouverte. En gros, vous avez une cartographie qui est fixée, et cette cartographie qui est fixée, on l'applique et on ne se pose pas la question de savoir si ça fonctionne ou pas derrière. Évidemment, sinon ça ferait des prix, ça ferait des moteurs beaucoup beaucoup plus chers. Peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, mais pour l'instant, économiquement, vu le prix du carburant, c'est pas rentabilisé. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors le maximum de puissance, pendant que j'y suis, c'est pas nécessairement histoire de faire le kéké, hein, c'est pas du tout le but. Ça peut être aussi le but de tirer un maximum d'énergie d'un volume donné. Donc, je vais revenir dessus, c'est ce qu'on appelle le downsizing. Le downsizing, c'est aussi la volonté de vouloir produire la même utilité à la fin, par exemple pour propulser le même véhicule, mais avec un moteur plus petit, et donc du coup qui va consommer moins. Donc l'idée d'augmenter la puissance, c'est pas uniquement pour se la raconter sur autoroute ou ailleurs, c'est surtout maintenant, c'est comme ça que c'est vu, pour arriver à avoir des systèmes qui soient plus efficaces, plus petits, plus légers et qui consomment moins. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Et donc, du coup, le moteur à allumage commandé, si je veux le représenter du point de vue thermodynamique, parce qu'on est quand même censé faire un cours de thermo, donc je vais parler un petit peu de thermo dans les 2 heures, on représente ça sous la forme de ce qu'on appelle le cycle de Baudrochat, parce qu'il avait été déposé dans un brevet par un type qui s'appelait Baudrochat quelques années avant que Otto développe son moteur, son premier moteur. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si je reprends, vous avez ici la phase entre 0 et 1, vous avez la phase d'admission. Donc, en gros, vous avez un premier temps, vous avez une course de piston descendante, vous avez l'air qui rentre. Dans le cycle idéal de Baudrochat, on suppose que cette admission va se faire de façon isobare. D'accord? Donc, vous êtes à pression atmosphérique, hop, vous avez le piston qui se déplace, vous aspirez de l'air. Une fois qu'on arrive au point 1, on ferme la soupape d'admission. Et une fois qu'on a fermé la soupape d'admission, le piston remonte. Donc là, vous remontez vers le point mort haut, vous refaites une course de compression. Donc vous allez jusqu'au point 2. Au point 2, vous êtes effectivement au point mort haut. Et au point mort haut, donc au point 2, en théorie, vous allez déclencher votre combustion. Et comme cette combustion est extrêmement rapide, je vous montrerai une vidéo juste après,
en tout cas par rapport à la vitesse de déplacement du piston, vous supposez que le temps que le front de flamme se propage à l'intérieur du volume mort, votre piston n'a quasiment pas bougé. Donc c'est pratiquement isochore. Donc vous supposez que vous avez un apport de chaleur isochore. Sauf qu'évidemment, une variation d'énergie interne comme celle-là va se traduire par nécessairement une augmentation de pression. Donc c'est là que quelque part vous allez produire le couple. Donc vous allez augmenter la pression, vous allez augmenter la température jusqu'à obtenir le point 3. Et à partir du point 3, là, votre piston qui est sous pression va se mettre à descendre. Et là, vous allez produire votre phase de travail. C'est ça le temps de production de travail, c'est ça. Donc 3 à 4, c'est une détente qu'on suppose isentropique la plupart du temps, qui correspond en fait au temps de production du travail. Et puis quand vous arrivez au point mort bas, vous êtes à une pression résiduelle relativement un petit peu élevée, vous êtes à 3-4 bars au-dessus, voilà, 3-4 bars, donc 2 bars au-dessus de l'atmosphère en gros. Vous ouvrez la soupape d'échappement, donc là, tout ce qui est en surplus évidemment va commencer à partir vers l'extérieur, vers l'échappement, et puis ce qui se passe évidemment, vous avez la dernière phase, donc ici entre 5 et 6, où votre piston va remonter pour arriver à chasser les gaz d'échappement vers l'extérieur. Donc vous vous retrouvez bel et bien avec un moteur à 4 temps, hein, boucler entièrement le cycle thermodynamique. Vous avez un temps d'admission, un temps de compression. Dans ce cas-là, la combustion ne correspond pas à un temps parce qu'elle est censée être instantanée, quasiment. Ensuite, vous avez un temps de détente et un temps de refoulement, de refoulement des gaz d'échappement vers l'extérieur. Donc vous avez bel et bien ce qui correspond à un moteur à 4 temps. Ça, c'est ce qui va correspondre au cycle idéal. Donc nous, quand on va représenter, quand on va calculer les performances d'un moteur à allumage commandé en application, eh bien, on va se baser sur ce cycle de Baudrochat. On va supposer qu'en fait le moteur fonctionne selon ce cycle thermodynamique-là. En pratique, à quoi ça correspond? Parce qu'évidemment, vous imaginez bien que par rapport à un cycle idéal, il y a quand même un écart avec la pratique. Alors évidemment, la première chose, c'est que l'admission ne se fait pas de façon isobare. Nécessairement, vous avez tout un gaz qui va, là, le gaz frais va rentrer, il va passer par tout un conduit, donc il va nécessairement y avoir un petit peu de perte de charge. Et donc automatiquement, le fait d'attirer ce gaz, vous allez vous retrouver avec une pression qui va être légèrement en dépression par rapport à l'ambiance. Donc si je pars ici, en gros, depuis en bas à gauche, je vais avoir une admission qui va se passer légèrement en dépression. En règle générale, on ne ferme pas la soupape d'admission quand on est au point mort bas, on la retarde un petit peu, on a un retard à la fermeture. Alors après, du point de vue technique, vous avez une référence ici, si vous voulez regarder, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça reviendrait, ça serait assez compliqué, assez long à expliquer. Et il y a toujours des déphasages. En gros, par rapport à ce que j'ai expliqué sur le Baudrochat, on déphase toujours un petit peu les ouvertures, les déclenchements de combustion, ce genre de choses. Donc au point 1, vous fermez la soupape d'admission. Donc là, vous obtenez véritablement la phase de compression, qui la plupart du temps est polytropique. Vous avez un léger échange de chaleur entre l'extérieur et le gaz. Et puis quand vous vous retrouvez au point 2, donc justement c'est une avance à l'allumage, vous ne déclenchez pas quand vous êtes au point mort haut, vous déclenchez un tout petit peu avant. Un tout petit peu avant, vous déclenchez votre combustion. Et là, vous avez la phase qui correspond à la phase de combustion entre 2 et 3. D'accord, qui n'est pas rigoureusement isochore, mais enfin c'est quand même pas mal. C'est un peu courbé, mais enfin c'est quand même pas loin d'être isochore. Et puis on arrive au point 3, au point de pression max. Et puis évidemment, votre mouvement, la variation dans le temps de la masse de gaz, elle est quand même fixée par le système de manivelle. Donc c'est pas quelque chose, voilà, j'arrive en bas, j'attends que ça se passe, et puis je referme, j'attends que ça se passe. C'est quelque chose qui est en continu, qui est relativement doux. Voilà, dérivable, on va dire, du point de vue mathématique. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec des évolutions qui sont beaucoup plus lisses que ce qu'on a dans un cycle de Baudrochat, évidemment. Donc vous vous retrouvez avec une détente qui, elle non plus, n'est pas rigoureusement isentropique, elle est un petit peu polytropique, il y a un léger rejet de chaleur. Et puis quand vous arrivez vers le bas, alors là c'est pareil, c'est pour des raisons technique un petit peu compliqué à expliquer. On ouvre la soupape d'échappement en règle générale avant d'atteindre ce qui correspond au point mort bas. Et puis ensuite, vous avez l'ouverture de la soupape d'admission. Enfin, vous avez tout un paquet de petits changements comme ça. Voilà. Et les pressions maximum, normalement au point 3, pour un moteur comme ça à allumage commandé, c'est en gros entre 100 et 120 bars de pression. Voilà. Par contre, c'est des pressions qui sont relativement brèves. D'accord, vous les avez quand même sur des temps qui sont très très brefs. Hein. Là, il faut bien comprendre que ça, c'est ce qui va correspondre à quelques angles de Villebrequin. Alors là, c'est vrai qu'on travaille par rapport au volume en coordonnées horizontales. On aurait pu travailler par rapport au degré de Villebrequin en coordonnées horizontales. C'est quand même des variations qui sont très très faibles. Donc vous avez une pression qui est importante, mais sur une durée qui est quand même relativement faible. Donc voilà, ça c'est une petite vidéo que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est une vidéo d'un moteur transparent. Donc vous avez ici, je vais faire pause le temps que je sois prêt à faire mes explications, vous avez ce qu'on appelle un moteur transparent. Donc on met des parois, alors c'est très compliqué, il faut trouver des matériaux transparents qui tiennent la température, mais il y a quelques moteurs expérimentaux qui fonctionnent là-dessus. Je me retrouve ici avec un piston qui descend, vous voyez la soupape en haut qui s'ouvre. Donc là vous avez les gaz frais qui entrent. La soupape se referme, donc là le piston va être en train de remonter, il va attaquer la phase de compression. Donc le piston remonte, et surveillez bien ici en haut à droite de la vidéo, vous avez la bougie d'allumage. Donc là je comprime, la bougie d'allumage se déclenche, et regardez, vous avez vu le front de flamme? La vitesse à laquelle le front de flamme s'est déplacé dans le moteur, dans le volume mort.
en fait, il s'est déplacé. Donc, ce que vous avez vu en jaune, c'était effectivement ce qui correspond à la combustion. Et donc, vous avez un front de flamme qui s'est donc là, vous avez l'échappement. Vous avez un front de flamme qui s'est déplacé tellement vite que le piston n'a quasiment pas eu le temps de bouger. Donc là, vous avez l'échappement, le piston remonte, donc il chasse les gaz d'échappement vers l'extérieur. Ensuite, votre piston va redescendre, d'accord? Donc vous avez les gaz frais qui sont aspirés, donc ils sont aspirés vers le bas, point mort bas. Le piston remonte jusqu'au point mort haut, et observez bien en haut à droite ici, quand le piston va remonter, voilà, regardez bien, déclenchement, clac, voilà, et là je vois ma propagation de front de flamme. D'accord? Donc là, il y a une avance à l'allumage qui a été réglée, très clairement. Et ce qu'on voit, c'est que le front de flamme se propage à une vitesse relativement importante par rapport à la vitesse du piston, qui fait que, au final, donc là, vous avez de nouveau la phase d'échappement, évidemment. C'est vu ralenti, hein, c'est effectivement fait avec une caméra rapide, vous n'êtes pas du tout à vitesse réelle, c'est évident. Et donc, du coup, on voit bien que, en fonction de la façon dont on règle l'avance à l'allumage, eh bien, on se retrouve avec un piston qui se déplace très très peu. Et donc, du coup, l'hypothèse de considérer que ma combustion est isochore, elle n'est absolument pas absurde. Elle n'est pas déconnante du tout. On voit bien que physiquement, ça correspond à peu près à ça. C'est ce qui justifie l'utilisation d'un cycle dit Baudrochat pour ça. Alors, j'enchaîne. Je vais parler maintenant des moteurs à allumage par compression. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un moteur à allumage par compression? C'est un moteur qui fonctionne en règle générale avec des carburants beaucoup plus lourds. Donc, les carburants lourds ont généralement, c'est par définition, ils ont des points d'ébullition plus bas. Ils s'évaporent plus doucement, on va dire. Et donc, du coup, on a aussi beaucoup plus de facilité, paradoxalement, à les déclencher. C'est-à-dire que si vous voulez déclencher une combustion avec un carburant lourd, c'est relativement facile. Et ce qui se passe, c'est que si vous voulez utiliser un carburant lourd dans un moteur à allumage commandé, donc on pourrait très bien dire, là, je vais mettre un carburant diesel, par exemple, dans un moteur essence, en théorie, je reviendrai dessus parce que ça reste de la théorie, en théorie, ce qui va se passer, c'est que comme votre carburant est suffisamment facile à enflammer, il va s'enflammer dans le mélange avant que vous ayez atteint le moment où vous voulez vraiment le déclencher. Donc vous allez produire ce qu'on appelle du cliquetis, donc c'est une détonation, donc une inflammation avant que vous le vouliez. Et ça, évidemment, c'est absolument catastrophique pour le moteur. Ça l'use, vous pouvez le détruire assez facilement. Donc du coup, on utilise dans ces cas-là plutôt des carburants lourds qu'on ne peut pas utiliser dans des moteurs à allumage commandé. Et ce qu'on fait du coup, c'est qu'en fait, on inverse le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne va aspirer que de l'air. Dans un moteur à allumage par compression ou un moteur diesel, vous aspirez uniquement de l'air. Le gaz frais, c'est de l'air. Vous aspirez de l'air, vous comprimez l'air, et quand vous arrivez en haut de la phase de compression, là, vous allez commencer à injecter le carburant. Et ce qui se passe, c'est que comme votre air est à une température qui est très élevée, beaucoup plus élevée dans un moteur à essence, parce que là, du coup, on n'est pas limité par le rapport volumétrique, on peut avoir des rapports volumétriques beaucoup plus importants. Donc, on augmente la pression et la température, et quand on vaporise le carburant à l'intérieur de cet espace-là, eh bien, ce carburant, automatiquement, il va s'évaporer, et une fois qu'il va s'évaporer, il va se mettre à s'enflammer. Et là, vous allez avoir une inflammation, alors je vous montrerai la vidéo juste après, qui est relativement lente, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on injecte le carburant, et le carburant, il continue à brûler quand on l'injecte. Ce n'est pas du tout le même mode de combustion que dans un moteur à allumage commandé, et automatiquement, vous avez un déplacement significatif du piston pendant la phase de combustion, et c'est pour ça qu'on ne peut pas représenter ça avec le même cycle thermodynamique. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un cycle diesel. Donc, ce qu'on utilise comme mot pour désigner les carburants, alors c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, en français on parle d'essence pour les moteurs à allumage commandé, parce que c'est des carburants légers. En français, pour les carburants lourds, on parle plutôt de gazole. Alors, c'est plus trop utilisé parce que c'est un mot un peu désuet, mais c'est vraiment ça. Le gazole, normalement, c'est les carburants lourds. Et puis, vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de l'expression mazout. Donc, le mazout, c'est les carburants encore plus lourds. En fait, le mazout, c'est le diesel lourd. Donc, c'est les bateaux, c'est certains systèmes de chauffage. Le gazole, par contre, c'est le diesel léger. Donc, c'est des carburants, c'est des lourds légers. Et puis après, vous avez les lourds lourds, quoi. Quand vous êtes en anglais, l'essence, c'est ce qu'on appelle gasoline. Donc, vous avez gasoline engine ou petrol engine. Vous voyez, petrol engine, ça veut dire carburant, ça veut dire essence, carburant léger. Donc, ce qu'on appelle des moteurs à allumage commandé, donc ce qu'on appelle des spark ignited engine. Spark, c'est l'étincelle, donc c'est spark ignited, parce que en fait, vous déclenchez, c'est ignition, vous déclenchez la combustion avec une étincelle, donc c'est spark ignited engine ou spark ignition engine. Et puis de l'autre côté, les allumages par compression. Donc, ils utilisent diesel, parce que c'est diesel qui a inventé le moteur, hein, tout simplement, donc on a gardé son nom. Et donc eux, par contre, ils parlent de diesel fuel. C'est assez bizarre, ils n'ont pas de mot spécifique pour les carburants lourds. Et du coup, ouais, c'est ça, diesel fuel. Et puis le cycle, du coup, ils appellent ça compression ignition engine. Donc c'est CICI, parce que c'est déclenchement d'allumage par compression. En gros, c'est ça. C'est à peu près les seules différences de vocabulaire. Et donc, pour revenir sur le mode de fonctionnement, vous pulvérisez votre carburant. C'est là que c'est vraiment difficile. Hein. On va revenir
dessus, du point de vue combustion, c'est très très complexe. Vous avez des micro-gouttelettes, les micro-gouttelettes vont s'évaporer parce qu'il fait très chaud, et quand ça sera suffisamment évaporé que ça va passer sous phase gazeuse, là ça va s'enflammer. Et en fait, vous allez continuer à injecter votre carburant à l'intérieur pendant que ça s'enflamme. Donc du coup, les combustions sont beaucoup plus lentes, et vous avez un mouvement significatif du piston pendant la phase de combustion, d'où le fait de ne pas pouvoir utiliser un modèle isocore pour la compression, pour la combustion, mais plutôt un modèle isobar, je vais vous montrer juste après. Donc c'est des combustions qui sont relativement lentes, ce qui signifie que quand vous voulez tourner trop vite, vous produisez beaucoup de microparticules. Ça, c'est le gros défaut. Je reviendrai dessus, je vais parler des pollutions des moteurs après. Le gros défaut des moteurs diesel pendant un long moment, avant qu'on invente surtout les catalyseurs, après ça s'est un peu amélioré, mais c'est ces microparticules qui sont produites en grande quantité, justement parce que, de mon point de vue, on a voulu faire tourner les moteurs diesel trop vite. C'est-à-dire qu'un moteur diesel qui tourne lentement, comme le phénomène de combustion en lui-même, il est lent, on peut arriver à avoir des combustions qui sont extrêmement propres, il n'y a pas de souci, mais il faut tourner lentement. Les moteurs de bateau, par exemple, ils ont d'autres rejets polluants, mais ils produisent très très peu de microparticules, parce qu'ils tournent à des vitesses très très lentes, et donc du coup la combustion a largement le temps de se faire. Par contre, quand on a voulu utiliser les moteurs diesel dans les véhicules, il fallait automatiquement trouver des vitesses de rotation plus importantes, sinon ça fait des moteurs plus gros, hein. Voilà, couple vitesse. À puissance constante, si vous voulez diminuer le couple, donc diminuer la taille du moteur, ben, en gros vous êtes obligé d'augmenter la vitesse. Donc il a fallu faire tourner des moteurs diesel à des vitesses importantes. Et c'est là qu'on est vraiment rentré dans une phase compliquée parce que du coup, du point de vue de la combustion, elle n'avait pas le temps de se faire et on produisait beaucoup de microparticules. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, technologiquement, on a inventé les rampes d'injection de pression, les HDI, les common rails, ce genre de choses, qui permettent d'obtenir de très très grosses pressions de pulvérisation du carburant. Donc on est à peu près à 1500 bars de pression dans les têtes d'injecteurs. Et le but de ces grandes pressions-là, c'est d'arriver à fragmenter le carburant pour en faire les gouttelettes les plus petites possibles. Et plus ces gouttelettes sont petites, plus elles s'évaporent vite, plus elles brûlent complètement et moins elles laissent de microparticules. En plus, évidemment, d'augmenter l'efficacité de l'ensemble du moteur. Donc c'est vraiment un problème de pollution. On a mis beaucoup de choses sur le dos du diesel, mais il y a aussi énormément de choses qu'on peut faire avec. Alors pour conclure là-dessus, je vous mettrai aussi en lien vers la vidéo, je vous mettrai dans les fiches un documentaire qui est disponible sur YouTube qui raconte un petit peu l'histoire d'un bateau célèbre qui s'appelait Selandia, qui était le premier bateau qui avait été équipé de moteur diesel. Mais il y a des petits éléments biographiques sur diesel et tout, c'est pas mal, vous regarderez, c'est un truc Arte, c'est plutôt sympa, donc je vous le mettrai en lien. Et puis évidemment, le gros avantage de ça, c'est que comme on injecte le carburant plus tard, et bien, automatiquement, on peut se permettre d'atteindre des taux de compression plus élevés. Et donc, en règle générale, les rendements des moteurs diesel sont bien meilleurs que les rendements des moteurs essence. C'est une des raisons pour lesquelles il y a aussi une vraie discussion sur est-ce que c'est bon ou pas. Et du coup, le moteur allumage par compression, comment est-ce qu'on le décrit thermodynamiquement? Donc là, on décrit par ce qu'on appelle le cycle de diesel. Là, pour le coup, on a laissé le nom de Rudolf Diesel pour ce cycle-là. Ça ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que maintenant, la combustion, elle est quand même beaucoup plus lente. Et donc, du coup, pendant cette combustion, vous avez un déplacement du piston. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on trace l'évolution de la pression en fonction du volume dans un vrai moteur, on voit que cette partie qui correspond à la combustion, qui était très pointue dans un moteur à essence, en fait, elle est beaucoup plus plate dans un moteur diesel. Ça vient principalement du fait que votre combustion est lente. Et donc, du coup, quand on veut représenter ça du point de vue thermodynamique, on suppose que c'est plutôt une isobar. Donc, en fait, c'est le même mode de fonctionnement, hein, tout pareil, ouverture de soupape et tout, c'est très très proche. Sauf que la combustion, elle va être déclenchée. Alors, vous avez ce qu'on appelle un délai de combustion, donc délai d'inflammation. Vous envoyez le carburant, entre le moment où vous envoyez le carburant et le moment où il commence à s'enflammer. En règle générale, c'est de l'ordre de la milliseconde. Et là, vous commencez à déclencher votre combustion et vous maintenez votre combustion jusqu'à ce que vous ayez injecté tout le carburant que vous voulez. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un déplacement de piston qui n'est pas du tout négligeable. Vous pouvez avoir une fraction significative de votre cylindrée. Donc, en fait, vous avez une bonne partie de votre production de travail qui se fait pendant le phénomène d'injection et pendant le phénomène de consommation du carburant. La régulation, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les régulations des moteurs malheureusement, mais ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Dans un moteur à allumage par compression, vous ne régulez pas la quantité d'air. La quantité d'air qui rentre, c'est toujours la même. Il n'y a pas d'histoire de papillon d'admission ou de choses comme ça. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous allez changer la quantité de carburant que vous injectez. Parce qu'en plus, vous pouvez vous permettre de travailler avec des combustions qui sont plus pauvres. Donc, du coup, vous êtes un petit peu plus libre de faire ce que vous voulez. Dans un moteur à essence, par contre, surtout quand c'est une injection indirecte, ce qu'on appelle du monopoint, donc en fait, vous injectez votre carburant avant l'entrée dans le moteur. Là, pour le coup, si vous voulez réguler la puissance, vous êtes obligé de réguler la quantité de gaz frais. Donc vous avez l'équivalent d'un papillon d'admission, donc une vanne qui va limiter en fait la quantité de gaz qui rentre. Et ça, évidemment, à bas régime, c'est catastrophique. Ça crée ce qu'on appelle des pertes par pompage, qui font que les moteurs à essence, en règle générale, ne sont pas très très bons sur les mi-régimes, sauf avec des améliorations sur lesquelles je reviendrai après. Je reviens à mon cycle thermodynamique, je vais y arriver. Donc ça, c'est le cycle de diesel, c'est celui qu'on va aussi considérer. Donc je vous ai préparé une application spécifique sur les moteurs avec un biodiesel, vous allez voir ce que ça va donner. Donc du point de vue thermodynamique, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué. Par contre, il faut bien retenir que les taux de compression ne sont pas du tout les mêmes. À quoi ça correspond en vrai? Donc vous voyez ici, les pressions maximales sont beaucoup plus élevées parce qu'on part. Alors,
en fait, on va beaucoup plus haut en compression parce que le taux de compression est plus élevé. Donc à la fin de la phase de compression, vous avez des pressions qui sont beaucoup plus élevées. Par contre, comme votre phase de combustion se passe pendant un déplacement significatif de votre piston, votre pic de pression est plus aplati. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit bien d'ailleurs sur le diagramme ici. Hein. Vous avez une pression qui est beaucoup plus... vous avez une évolution de pression qui est beaucoup plus aplatie. Je n'ai pas d'autre mot qui vient pour l'instant, mais vous avez compris l'idée, je pense. Ce qui fait que vous avez au final une pression maximale qui est importante, un peu plus importante que dans un moteur à essence, sauf que la majeure partie de cette augmentation de pression, de cette pression maximale, elle provient de la compression. Il y en a un tout petit peu qui provient de la combustion. Donc vous êtes plutôt aux alentours de 180 bars sur la pression max. Encore une fois, c'est sur des durées relativement faibles, hein, même si c'est une fraction plus importante par rapport à un moteur à essence, ça reste quand même sur des durées faibles. Les températures maximales de combustion, et là c'est vrai que ça peut poser problème dans certains cas, c'est plutôt de l'ordre de 1700 degrés. On va voir que c'est assez responsable de production notamment d'oxyde d'azote, donc c'est assez problématique là-dessus. Bon, même maintenant, s'il y a des moyens quand même de les traiter. Il faut savoir que la combustion dans les moteurs diesel, c'est extrêmement compliqué. Un moteur essence, c'est hyper simple à côté. En comparaison, le moteur essence, il y a un certain nombre de choses à connaître, même quand on gratte, hein, vous allez un peu gratter si ça vous intéresse, vous grattez un peu via un stage ou via une spécialisation derrière. Le moteur à essence, bon voilà, il y a des problèmes de front de flamme, il y a des problèmes d'étouffement de flamme, il y a des trucs. Enfin, mais quand vous rentrez dans les moteurs diesel, alors là, c'est horrible. Ça, c'est vraiment très très compliqué parce que ça n'est plus de la flamme de prémélange, c'est de la flamme de diffusion. C'est-à-dire que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez injecter votre carburant, donc vous créez un jet. Et puis il y a une partie de ce jet qui commence à s'évaporer, et il y a une partie de ce jet qui s'évapore, qui commence à prendre feu, voilà, pendant qu'il y a une autre partie liquide qui arrive, et donc du coup la dynamique des jets fait qu'en plus vous avez des combustions qui sont potentiellement très hétérogènes, donc ça produit pas mal de polluants, c'est l'enfer. Les combustions diesel, c'est vraiment l'enfer, c'est extrêmement compliqué, heureusement qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Donc j'ai aussi une petite vidéo, et donc du coup, ce que j'ai ici comme combustion diesel, alors c'est une vidéo beaucoup plus courte, hein, ça vous montre juste en gros comment sont placez les jets de carburant. Alors c'est des jets en étoile, hein, vous avez des injecteurs, ça vient du dessus, et en fait vous propagez comme ça en étoile à 5 ou 6 branches, vous envoyez le carburant comme ça dans la chambre, et du coup là vous allez voir, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est la formation de ces jets, et puis surtout le fait que vous vous retrouviez avec vous voyez les flammes qui se forment alors que vous injectez encore le carburant. Donc c'est là qu'on voit que la combustion elle est vraiment lente. Donc, je vous montre la vidéo. Et donc là c'est vu du dessus, donc là vous avez les injecteurs, voilà. Et voilà, regardez, vous voyez, là vous avez les flammes, vous injectez le carburant, donc vous avez les flammes qui se forment, donc c'est vu du dessus, hein, je rappelle, l'injecteur est sur la gauche ici de la vidéo, c'est vu du dessus. Et en fait, ce qui se passe, alors je vais le repasser parce que cette vidéo-là, elle est quand même hyper courte, on a l'injection du carburant, donc là ça se vaporise, et une fois que ça se vaporise, ça commence à s'enflammer, voilà, là ça s'enflamme, et on continue à injecter le carburant alors que ça continue de s'enflammer. Et automatiquement, dans cette durée-là, vous avez un mouvement qui est quand même très très significatif du piston, qui fait que vous ne pouvez pas représenter clairement votre combustion sous la forme d'une isocore, parce que là vous avez un vrai mouvement significatif, et du coup ça devient plutôt une isobar. Je ne vais pas forcément plus m'étendre sur le sujet, parce que c'est des trucs qui sont très très compliqués. Par contre, ça peut valoir le coup de revenir un petit peu sur la partie comparaison entre ces deux technologies, parce que ça c'est un vrai débat pour plein de sujets différents. Fondamentalement, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le diesel et l'essence, c'est des carburants différents. Ce n'est pas les mêmes carburants qui étaient disponibles. L'industrie pétrolière, elle a produit plein de carburants, des carburants légers, des carburants lourds, et il fallait des moteurs pour les brûler, en fait, pour les consommer. Et le moteur diesel, il a été inventé pour ça, pour arriver à justement consommer des carburants que le moteur essence ne pouvait pas consommer. Donc c'était vraiment l'objectif qui avait été visé. Donc les combustions sont a priori plus simples dans les moteurs essence. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas produire de polluants, hein. C'est juste qu'à modéliser, c'est un petit peu plus simple que dans un moteur diesel. Le moteur diesel, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Comme vous avez très souvent une injection indirecte, c'est-à-dire que votre charge fraîche dans un moteur essence, c'est à la fois du carburant et de l'air, vous êtes obligé de limiter votre taux de compression. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez un taux de compression trop élevé, vous allez enflammer votre mélange avant d'obtenir ce qui correspond au point d'inflammation voulu, et vous produisez ce qu'on appelle du cliquetis. Et ça, c'est un vrai problème. Dans un moteur diesel, par contre, évidemment, comme on injecte le carburant à la fin, on est beaucoup moins limité au niveau du taux de compression, on peut se permettre d'y aller beaucoup plus franco, et donc même sur des moteurs de voiture ou des moteurs de camion, on peut avoir des taux de compression, des rapports volumétriques de 20, donc des taux de compression évidemment beaucoup plus élevés, hein. Alors inconvénient du moteur à essence, c'est les charges partielles, parce qu'automatiquement quand vous n'êtes pas à pleine puissance, vous êtes obligé de limiter votre quantité de carburant, et dans un moteur comme ça, si vous voulez limiter la quantité de carburant, il faut limiter la quantité d'air. Il n'y a pas de secret parce que vous les prémélangez avant. Donc vous avez des papillons d'admission, et du coup ça crée c'est pas très bon. À la charge partielle, c'est un petit peu compliqué. Même si, je reviendrai dessus un peu plus tard, les injections directes permettent quand même de pas mal améliorer les choses. Le moteur diesel, par contre, à charge partielle, lui, c'est nickel.
Pour le coup, comme c'est vous jugez, vous jaugez, c'est vous qui décidez de la quantité de carburant que vous injectez, quitte à avoir un mélange très pauvre, ça c'est pas du tout un souci. Le contrôle de puissance est beaucoup plus simple, paradoxalement, dans un moteur diesel, et du coup les charges partielles, le rendement est excellent sur le moteur diesel. Et puis, alors là encore, je vais terminer là-dessus pour la partie comparaison. Comme les phénomènes de combustion dans les moteurs essence sont beaucoup plus rapides que dans les moteurs diesel, pour les raisons que je viens d'expliquer, le moteur essence est quand même plus adapté à des vitesses rapides. D'accord, on peut avoir des vitesses très élevées. De mémoire, ce que j'avais vu qui tournait le plus vite, il y a des moteurs à combustion interne. Alors c'est plutôt sur des motos italiennes dans les années 70, ils avaient monté à plus de 20 000 tours minute. Ils arrivaient à faire tourner des moteurs à 20 000 tours minute. Alors après, qu'est-ce que ça donnait en termes de rendement volumétrique? Je ne sais pas, une performance peut-être pas fabuleuse. C'était sur des motos de course, donc je pense que ça devait quand même fonctionner. Mais enfin, c'est possible. Ces vitesses-là pour un moteur diesel, c'est inenvisageable. D'accord, il suffit juste de faire le calcul avec le temps de combustion d'un milliseconde. On pourrait faire un calcul pas très compliqué. Et on verrait que faire tourner un moteur diesel au-delà de 3000 ou 4000 tours minute, c'est une hérésie, c'est une aberration. Vous ne finissez pas votre combustion, vous produisez beaucoup de polluants. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Je passe à la suite. Critères de performance, parce qu'il faut quand même qu'on en parle un petit peu. On va faire un peu de thermo, parce que le but du jeu, c'était quand même de parler de thermo et pas forcément de parler de moteur. Comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on quantifie les rendements sur ce type de moteur? Alors évidemment, les critères de performance plutôt. Le principal qui vient, c'est effectivement le rendement. Donc le rendement, c'est quoi? C'est la puissance mécanique effective produite, donc c'est ce que vous récupérez en bout d'arbre, sur la puissance apportée par le carburant. Et ça, on l'avait déjà vu lors du cours précédent. La puissance apportée par le carburant, c'est juste le débit de carburant que je multiplie par le pouvoir calorifique inférieur. Pourquoi inférieur? Parce que dans un moteur comme ça, on n'est pas censé récupérer l'énergie de vaporisation de l'eau, et donc du coup, l'eau, elle part sous forme de vapeur, et après, ce qu'elle fait de sa vie, ça ne nous regarde pas. Donc c'est uniquement comme ça qu'on détermine le rendement. Attention, j'insiste, c'est bien un rendement effectif, c'est ce que vous récupérez en bout d'arbre. Évidemment, il va y avoir des étapes intermédiaires entre les deux. Souvent, ce qu'on utilise aussi, c'est la consommation spécifique de carburant. Donc en fait, c'est le débit de carburant qui est divisé par la puissance effective, ou la masse de carburant par le travail effectif, ça c'est pas un problème. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, vous obtenez des grammes par kilowattheure. D'accord? Donc évidemment, si vous voulez augmenter les performances de votre moteur, il faut augmenter son rendement. Donc il faut augmenter la puissance produite pour la quantité de carburant injecté. Donc on verra quelques techniques après pour faire ça en pratique. Ou alors il faut diminuer la SFC. C'est-à-dire qu'en fait, cette consommation spécifique de carburant, il faut la diminuer au maximum. C'est-à-dire pour la même quantité de kilowattheure produite, il faut arriver à consommer le moins de carburant possible. D'accord? Ça, c'est évidemment que le moteur. Maintenant, si vous considérez les véhicules dans leur ensemble, nous, on a tendance à dire qu'on fait on consomme tant de litres au kilomètre. D'accord? Quand vous avez des consommations des véhicules, c'est tant de litres au kilomètre. Donc en gros, ça correspondrait plutôt à ce qu'on a sur une SFC. Maintenant, si vous regardez notamment les pays anglo-saxons, eux, ils travaillent, alors en dehors du fait qu'ils aient des unités de mesure, genre des gallons et tout, je ne vais pas être méchant, je ne vais rien dire sur le sujet. Par contre, la logique, eux, ils l'inversent. C'est-à-dire que très souvent, ils vous disent, vous faites tant de kilomètres avec un gallon, avec une quantité de liquide. D'accord? Vous avez une quantité de liquide, ça vous donne tant de kilomètres produits. Donc en fait, leur critère de performance pour les véhicules, ça se rapproche plus du rendement et le nôtre, il se rapproche plus de la consommation spécifique de carburant. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, il y a un truc, par contre, qui est important, qui est vraiment lié au moteur à combustion interne et qui est typique des moteurs à combustion interne, c'est ce qu'on appelle les pressions moyennes. Alors, qu'est-ce qu'une pression moyenne? C'est un critère qui vous permet de comparer deux moteurs entre eux, même s'ils n'ont pas la même cylindrée. Alors, je reviendrai juste après sur la formule complète, vous verrez à la fin, ça sera la conclusion un petit peu de cette partie-là. Quand vous augmentez la cylindrée d'un moteur, toute chose égale par ailleurs, vous allez augmenter la quantité d'air qui va être aspirée. Et donc, à stoichiométrie égale, vous allez augmenter la quantité de carburant qui va être injectée. Et donc, vous allez produire plus de puissance. Donc, avoir un moteur plus gros, c'est un moyen d'avoir plus de puissance. Or, vous pouvez aussi être amené à comparer les performances de deux moteurs qui n'ont pas les mêmes cylindrées. Et automatiquement, si elles n'ont pas les mêmes cylindrées, il faut trouver un critère qui fasse que vous vous retrouvez avec un point de comparaison entre deux moteurs de taille différente. Eh bien, ce critère de comparaison, c'est ce qu'on appelle une pression moyenne. Donc, vous l'avez ici sur la formule 3 sur mon transparent. Ce qui se passe, c'est que vous prenez votre travail effectif produit, donc par un cycle complet, donc en gros, c'est ce que vous avez sur 2 tours de Villebrequin sur un moteur à 4 temps. Voilà, vous prenez la sortie du Villebrequin, vous mesurez le couple produit sur 2 tours, vous avez ça. Et vous divisez ça par la cylindrée. D'accord? Évidemment, du coup, là, on se rapporte vraiment à la cylindrée. Donc, vous avez ce qu'on appelle la pression moyenne effective. D'accord? Donc, physiquement, la pression moyenne effective, c'est une pression constante appliquée sur une course de piston qui produit le même travail que l'ensemble du cycle. En gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous avez un cycle complet, aspiration, compression, détente, échappement, etc. Vous avez, donc ça va vous donner ce qui correspond en fait à un travail indicatif, ou un travail indiqué, j'en reviendrai dessus, c'est juste après, c'est ce qui donne le gaz. Le moteur, il va en perdre un petit peu, parce qu'entre ce que le gaz donne et ce que vous récupérez, il y a les frottements des segments sur les cylindres, il y a les frottements des paliers, il y a les pertes diverses et variées, et à la fin, vous récupérez uniquement le travail sur l'arbre.
D'accord? Eh bien, pour un cycle complet, vous faites 2 tours de vilebrequin, vous récupérez une certaine quantité de travail. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette pression moyenne effective? Vous imaginez que vous prenez le piston, vous lui appliquez cette pression-là pendant une course, vous produisez le même travail à la fin. D'accord? Donc la pression moyenne effective, c'est une pression moyenne, c'est quelque chose qui est quelque part adimensionné par rapport à la cylindrée et qui vous permet vraiment de comparer des moteurs entre eux. Et en règle générale, quand vous voulez comparer des différents moteurs, vous les comparez via leur pression moyenne effective. Ça, c'est un vrai critère de performance. Je ne l'ai pas montré là, mais en fait, on peut montrer très facilement que c'est proportionnel au couple produit. Alors ensuite, ce qui se passe, évidemment, l'effectif, c'est ce que vous récupérez sur l'arbre moteur. En fait, c'est pas ce que va donner le gaz, parce qu'entre-temps, le moteur, il s'est un peu servi. Donc le gaz, il va donner un travail un peu supérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le travail indicatif ou le travail indiqué. D'accord, que je l'ai mis ici avec le IND. J'en avais déjà un petit peu parlé en TDA. Le travail indiqué, c'est ce qui est donné par le gaz dans le cas d'un moteur. C'était aussi ce qui était reçu par le gaz dans le cas d'un compresseur, si vous vous souvenez de l'application. Et du coup, quand vous divisez le travail effectif par le rendement, par le travail indiqué, pardon, vous avez ce qui correspond au rendement mécanique. Donc, le rendement mécanique du moteur, ce qui traduit en fait la capacité que ce moteur a à dissiper ou non l'énergie qui est donnée par le gaz. Donc, entre le moment où le gaz se détend et le moment où vous récupérez le travail sur l'arbre, là, il y a un rendement, et ça, c'est ce qui correspond au rendement mécanique. Eh bien, ce rendement mécanique, on peut l'exprimer soit sous forme de travail, comme ce que j'avais fait sur les compresseurs, en disant que le rendement mécanique, c'est le rapport du travail effectif sur le travail indicatif ou indiqué. On peut aussi le faire en pression. Et à ce moment-là, on a le rapport, ce qu'on appelle la PME, donc la pression moyenne effective sur la pression moyenne indicative. Ça vous donne ce qui correspond au rendement mécanique. Et après, dans certaines publications, j'ai même vu la pression moyenne résistante. Vous avez vu, c'est la formule 5 là en bas. C'est celle qui permet d'exprimer sous forme de pression ce rendement mécanique. Donc, le rendement mécanique, c'est avec une image de. Cette pression moyenne résistante, pardon, c'est une image de ce rendement mécanique. Donc, il faut vraiment garder ça en tête parce que c'est des critères de performance qu'on utilise très très souvent, quasi systématiquement. Et il ne faut pas être perdu si vous avez des docs techniques et qu'on vous donne la valeur d'une PME, une pression moyenne effective. Il faut voir à quoi ça correspond. Retenez que c'est un critère de performance qui correspond grosso modo au couple produit par le moteur, qui est vraiment très très significatif des performances de ce moteur et qui permet d'en comparer deux, même s'ils n'ont pas nécessairement les mêmes cylindres. Et du coup, la puissance mécanique, lorsque moi je traduis ça sous forme d'une seule formule, eh bien, je me retrouve avec cette puissance ici, donc la puissance effective, et du coup je peux l'exprimer en gros comme le produit de 4 termes. Donc le premier terme, c'est le nombre de temps moteur par rapport au nombre de tours de vilebrequin. Ça, c'est 4 temps de temps. Et c'est ce qu'on avait dit au début, si vous avez un moteur à 2 temps, en théorie, vous faites du travail tous les tours de vilebrequin. Donc le petit i ici vaut 1. Dans un moteur à 4 temps, par contre, en fait, vous ne faites du travail que tous les 2 tours de vilebrequin, et du coup, vous avez un i qui vaut en fait 1,5. D'accord, c'est ça, le i traduit le fait que vous soyez en 4 temps de temps. Ensuite, vous avez évidemment la vitesse de rotation, la fréquence de rotation du moteur en tours par seconde. Vous avez la pression moyenne effective, donc c'est celle que je viens vous dire qui correspond en fait au couple, et puis vous avez la cylindrée. Et du coup, là, pour une puissance donnée, vous avez tous les paramètres qui jouent. Comment est-ce que je fais pour obtenir cette puissance? Et du coup, j'ai différentes stratégies. Par exemple, pour augmenter la puissance, ou j'augmente la fréquence de rotation. Donc ça, on va dire que c'est les motos pour faire ça. Ou j'augmente la cylindrée. Donc là, c'est les camions, à peu près, ou les grosses voitures américaines, ce genre de choses. Mais il faut bien comprendre que quand on augmente la cylindrée, on augmente aussi le poids du moteur, donc la conso, etc. C'est un peu compliqué. Ou alors, on augmente la pression moyenne effective. C'est-à-dire qu'on travaille avec une pression moyenne supérieure dans l'ensemble du cycle, et c'est là qu'on peut introduire le concept de suralimentation. Donc je reviendrai un petit peu juste après quand je ferai les évolutions techno, je vous montrerai les suralimentations. La surale, c'est basé en fait sur ce principe-là d'augmenter la pression moyenne effective du moteur. Alors, un gros morceau maintenant, parce qu'on a fait des trucs rigolos, mais là, il faut qu'on attaque les trucs un peu moins rigolos. Les pollutions atmosphériques produites. Alors je sais que c'est un petit peu en dehors du cadre d'un strict cours de thermodynamique appliquée, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Par contre, on ne peut pas parler de moteur à combustion interne si on n'aborde pas ce problème de pollution. Parce que ça, c'est vraiment le gros du problème. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, je vais détailler ensuite très rapidement les différents polluants qu'on a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs à combustion interne ont des combustions, je pense que vous l'avez compris, qui sont très rapides, très vives, très brutales, par rapport à des combustions lentes type flamme. On verra surtout la différence quand je vous montrerai les turbines gaz. Et en fait, ces phénomènes sont tellement rapides que les flammes, le phénomène de combustion en lui-même n'a quasiment jamais le temps d'atteindre l'équilibre thermodynamique. D'accord? Vous vous souvenez de ce que j'avais dit en thermochimie? Si vous avez par exemple, je sais pas moi, de l'octane, vous le mélangez avec 12,5 d'oxygène, etc., ça vous donne à la fin 8 quantités de carbone et 9 quantités 8 quantités de dioxyde de carbone et 9 quantités molaires d'eau. D'accord? Mais ça, c'est à partir du moment où vous avez réussi à atteindre l'équilibre thermodynamique. Donc il faut que votre combustion soit suffisamment lente pour ça. Or, dans plein de moteurs à combustion interne, c'est pas lent, c'est pas suffisamment lent. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'obtenez pas cette situation d'équilibre, vous n'avez pas terminé complètement la combustion, et du coup, il y a plein de composés qui se forment, qui se combinent pour donner ce qu'on appelle des polluants.
D'accord. Donc j'en avais déjà parlé, ces polluants-là, du point de vue énergétique, ils n'ont quasiment aucun impact, parce qu'en fait, c'est des ppm, c'est des productions très très faibles par rapport à l'ensemble du gaz produit. Et quand on fait un calcul énergétique sur une combustion sur un moteur, on n'est pas obligé de prendre en compte ces polluants-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ça a un impact sanitaire et environnemental qui est énorme. Et donc, du coup, on est obligé quand même de faire ce type de calcul, mais pas pour un point de vue énergétique, pour un point de vue plutôt environnemental. Et du coup, quand on parle de polluants, on parle de quoi? Et là, je reviens sur mon transparent. Le premier qui vient à l'esprit, enfin pas forcément le premier qui vient à l'esprit, mais le premier en tout cas que j'ai listé et qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures imbrûlés. Donc en gros, c'est la quantité de carburant que vous injectez dans le moteur et qui ne brûle pas. Alors si vous avez retenu ce que j'ai expliqué dans le cours précédent, normalement quand la combustion est maigre, quand la combustion, vous injectez beaucoup plus d'air que ce qui est nécessaire, normalement vous brûlez tout le carburant. Alors ça c'est de la théorie, parce qu'en pratique c'est un petit peu plus compliqué que ça, pour une raison assez simple. Alors c'est pareil, il y a des références, vous verrez des références à la fin du transparent, hein, donc vous pourrez vous y référer si vous avez besoin. Ce qui se passe, c'est que vous avez une combustion dans un volume donné, et il y a un phénomène tout bête qu'on appelle le phénomène d'étouffement des flammes. Donc en fait, votre flamme va se propager par exemple dans un moteur à essence, mais en fait elle ne va pas aller jusqu'à la paroi. Elle va s'arrêter un petit peu avant, parce qu'en fait elle va se retrouver dans une zone où la température va être beaucoup plus faible, et du coup elle va s'arrêter. Et elle ne va pas aller jusqu'au bout. En anglais, on appelle ça des quenching layers, des zones d'étouffement. Et du coup, dans cette zone-là, la combustion n'est pas terminée. Et même si vous avez injecté globalement beaucoup plus d'air que ce que vous avez prévu, vous avez toujours une couche dans laquelle vous avez des imbrûlés. La deuxième source d'imbrûlés, si je me souviens bien, c'est le fait que vous avez du carburant qui va se mélanger un peu avec le lubrifiant. Et du coup, ce carburant est emprisonné dans le lubrifiant et automatiquement, voilà, il ressort dans un état différent, donc il n'est pas brûlé, etc. Bref, ce truc-là, c'est évidemment dangereux. Donc j'ai cité quelques effets, je ne vais pas tous les détailler parce que ça va très très vite nous déprimer, mais évidemment quand on peut essayer d'éviter les imbrûlés, c'est quand même mieux. La particularité des imbrûlés, c'est qu'on les sent relativement bien. C'est-à-dire qu'en fait, souvent c'est des composés aromatiques qui se recombinent pour faire des trucs avec des odeurs, et du coup vous le sentez quand vous avez une bagnole qui pue, en gros c'est des imbrûlés. Donc c'est une combustion qui n'est pas complète. Ensuite, il y a un autre truc qui est beaucoup plus vicelard, parce que pour le coup là on ne le voit pas, c'est ce qu'on appelle les microparticules. Donc les microparticules, c'est un peu ça, c'est du carburant qui n'a pas été brûlé complètement, mais qui non seulement n'a pas été brûlé, mais qui en fait a formé des espèces de petits grains, des petits grains de poussière, donc des petits grains carbonés, qui se baladent et qui sont transportés avec le flux. Donc en règle générale, on étudie ce qu'on appelle surtout les PM10 et les PM2,5, c'est des microns. Hein. Donc les PM10, c'est en gros toutes les microparticules qui font de l'ordre de 10 microns. Donc 10 microns, c'est un cinquième, un sixième d'un cheveu en termes de taille. Et puis vous vous retrouvez aussi avec les PM2,5 qui sont beaucoup plus fines. Et en fait, en règle générale, plus c'est fin, plus c'est dangereux, parce que ça rentre beaucoup plus facilement dans le système pulmonaire, et donc ça rentre dans les alvéoles pulmonaires, et ça c'est véritablement problématique. Donc ça altère les fonctions pulmonaires, il y a des risques cardiovasculaires, cancer du poumon, tout le bazar. Bref, les suivants, ceux qu'on aime beaucoup, c'est les NOx, donc j'en avais déjà commencé à en parler, c'est les oxydes d'azote. Donc c'est le fait que l'azote, lorsqu'il est impliqué dans le phénomène de combustion et que cette combustion atteint un certain niveau de température, les azotes vont commencer à se briser et ils vont se dissocier et ils vont produire du monoxyde d'azote qui lui-même va s'oxyder pour devenir du dioxyde d'azote. Donc le monoxyde d'azote, a priori, c'est pas forcément enfin, il faut quand même faire attention. Il est quand même toxique, donc irritant pour les bronches. Il perturbe l'hémoglobine. Ça va être pareil, c'est pour le monoxyde de carbone. En fait, il a tendance à prendre une place, il prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine. En gros, l'hémoglobine, le rôle, c'est de transporter l'oxygène depuis le poumon jusqu'aux cellules, hein, donc depuis là où c'est capté jusque là où vous en avez besoin, en gros. Et la particularité de ces composés-là, que ce soit le monoxyde d'azote ou que ce soit le monoxyde de carbone, c'est qu'en fait cet oxygène, parce que vous avez carbone-oxygène ou carbone-azote, ils viennent se mettre à la place du dioxygène sur l'hémoglobine. Et donc du coup, ils réduisent la capacité de votre sang à transporter l'oxygène là où il faut. Évidemment, passer une certaine dose, c'est toxique et vous mourrez. Hein. Les empoisonnements au monoxyde de carbone, il y en a assez régulièrement. Après, il y a d'autres effets, notamment de production d'ozone. Donc ça, c'est le cas des hydrocarbures imbrûlés. J'ai oublié de le dire, ça se combine avec les NOx pour produire de l'ozone, qui est aussi toxique. Enfin, il y a plein de trucs. Le protoxyde d'azote, donc le N2O, qui lui est un puissant gaz à effet de serre. En gros, il a à peu près 300 fois le pouvoir d'effet de serre du dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, j'en ai déjà parlé. Et du coup, le dioxyde de carbone, qui lui, pendant longtemps, n'a pas été considéré comme un polluant. Pour une raison très simple, c'est que du point de vue énergétique, plus votre combustion est complète, plus vous produisez de CO2. Donc en fait, une combustion qui en proportion produit plus de CO2 est une combustion plus propre, dans le sens où elle produit ce qu'elle doit produire si elle est à l'équilibre. En fait, il faut comprendre, c'est que le CO2, dans l'absolu, on peut considérer que c'est sale parce que c'est ce qui va participer au dérèglement climatique. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est moins sale que si vous aviez, par exemple, du monoxyde de carbone ou d'autres types de composés qui étaient produits. Donc, jusqu'à il y a peu, on considérait que ce n'était pas un polluant. Maintenant, il faut quand même trouver un moyen d'arriver à le réduire aussi parce que c'est considéré aussi comme un polluant. Évidemment, plus pour le climat que pour nous, parce que pour que ce soit toxique pour nous, il faut quand même monter sur des niveaux qui sont quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on rencontre.
Et pour que vous compreniez un petit peu la complexité du truc, alors je n'ai pas tout détaillé, mais je vous montre juste l'évolution de la richesse. Donc ce que vous avez ici en coordonnées horizontales, c'est le lambda, hein, donc le fameux rapport air carburant, mais équivalent, le lambda, sur la production des différents polluants dans un moteur essence. Alors dans un moteur diesel, c'est pas très différent, mais c'est surtout intéressant de le voir là. Donc ce qu'on voit, le premier truc qui est très simple, c'est le monoxyde de carbone, ici que vous avez en bleu. Le monoxyde de carbone, en fait, il ne se produit que quand vous avez des combustions riches. En gros, c'est quand vous avez du carbone qui est dispo et qui ne trouve pas d'oxygène pour se mêler avec quelqu'un. Donc lui, c'est pas très difficile d'éliminer le monoxyde de carbone, il faut juste passer en mélange pauvre. En fait, il faut injecter beaucoup plus d'air que nécessaire, et si vous injectez plus d'air que nécessaire, ben là, en règle générale, vous allez arriver à réduire la quantité de monoxyde de carbone. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux pouvoir, pour réduire les monoxydes de carbone, travailler plutôt sur des mélanges pauvres, des combustions pauvres. Maintenant, si on passe par exemple aux hydrocarbures imbrûlés. Alors les hydrocarbures imbrûlés, c'est un peu plus compliqué, bizarrement, parce qu'on pourrait se dire, quand tu es pile poil à la Stokio, que tu envoies exactement la quantité d'oxygène dont tu as besoin, tu dois produire le minimum d'hydrocarbures imbrûlés. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que clairement, quand vous êtes dans les mélanges riches, là vous avez beaucoup d'imbrûlés. Par contre, quand vous augmentez la stoichiométrie, vous allez faire baisser, mais à un moment donné, vous allez remonter à la hausse, c'est-à-dire que vous allez commencer à reproduire des imbrûlés par des composés donc des hydrocarbures imbrûlés, mais par d'autres types de phénomènes. Alors là, pour le coup, vous avez des combinaisons avec l'azote, parce qu'en fait, vous allez rajouter beaucoup plus d'azote, donc il y aura beaucoup plus d'azote, et il va y avoir des mélanges complexes qui vont se faire. Donc, sans rentrer dans les détails, en gros, si je veux arriver à minimiser la quantité de hydrocarbures imbrûlés, je dois plutôt me situer ici aux alentours de 1,15. Là, au niveau du HC, c'est à peu près le minimum. Il y a les monoxydes d'azote. Alors là, j'ai entraîné des monoxydes d'azote. Le monoxyde d'azote, le problème, c'est que si je suis à 1,15, je suis quasiment au max de la production de monoxyde d'azote. Donc si je veux réduire le monoxyde d'azote, au contraire, je devrais travailler soit en mélange très riche, où là j'ai très peu d'azote produit, parce qu'en fait j'ai très peu d'oxygène qui rentre avec le carburant, ou alors en mélange très pauvre. Et voilà, le CO2, lui, son maximum de production, c'est quand vous êtes effectivement à la stoichiométrie. Là, pour le coup, c'est clair, stoichiométrie, normalement, c'est là que vous produisez le plus de dioxyde de carbone, ça peut s'expliquer assez facilement. Et puis, j'ai rajouté un autre qu'on ne prend pas en compte pour l'instant, mais qui est quand même un polluant assez difficile à gérer, c'est ce qu'on appelle les aldéhydes, notamment tout ce qui est formaldéhyde. Donc c'est ce qu'on appelle les HCHO, qui eux ont aussi des effets cancérigènes. Pour l'instant, on ne les mesure pas, et c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de production notamment les biocarburants. C'est le problème aussi des biocarburants, les éthanols et compagnie, ils ont tendance à produire beaucoup d'aldéhydes. Et ça, c'est dangereux aussi. Alors pour l'instant, ça passe au travers des radars parce que les réglementations, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est quand même un peu chaud, quoi. Et tout ça pour vous dire que régler la stoichiométrie, regardez un peu ce machin, et puis essayez de voir comment est-ce que vous pourriez arriver à régler la stoichiométrie pour être optimal au niveau des pollutions. Voilà, je pense que vous avez compris le problème. Tout le problème des combustions est là. C'est extrêmement compliqué, on est obligé de faire des choix, on est obligé de faire des compromis, et c'est très très complexe. Donc ce qui se passe en règle générale, c'est que dans un moteur essence, on va essayer de se caler à peu près sur 1, pour une raison toute simple, c'est que si on se cale à peu près là-dessus, ensuite on a ce qu'on appelle des post-traitements, donc je vais vous montrer après comment fonctionne un pot catalytique. C'est bien accordé. Si vous arrivez à travailler avec 1 et puis que vous avez derrière un pot catalytique, vous arrivez à peu près à avoir une pollution très réduite avec des performances acceptables. Dans un moteur diesel, c'est pas trop possible. On est obligé quand même de travailler plutôt en maigre, pour le coup, plutôt en combustion pauvre. Et donc du coup, vous travaillez en pauvre, vous injectez un peu plus d'air, et du coup là, le pot catalytique est un petit peu différent. Je vais vous expliquer après juste pourquoi. D'accord, mais je voudrais bien que vous compreniez, cette histoire de pollution, c'est affreusement complexe. Évolution technologique, et ça sera la dernière partie de mes explications. Vous avez vu qu'on peut arriver à augmenter la puissance en augmentant la pression moyenne effective. Alors pourquoi est-ce qu'on augmente la puissance? Encore une fois, ce n'est pas nécessairement pour faire le kéké, on n'est plus dans les années 80, cette période-là c'est terminé, heureusement. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir des moteurs qui soient beaucoup plus efficaces, qui soient beaucoup moins polluants, avec des plus grandes autonomies, etc. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à augmenter la puissance, mais pour un volume donné. En fait, vous travaillez à puissance constante et vous diminuez le volume du moteur, donc c'est ce que j'en ai déjà parlé, c'est le downsizing. Et une des stratégies de downsizing qui est vraiment très intéressante, c'est ce qu'on appelle la suralimentation. Donc, qu'est-ce que c'est que la suralimentation? Eh bien, l'idée, c'est que vous allez attaquer votre cycle thermodynamique, donc vous vous souvenez du schéma avec l'aspiration et tout, vous allez attaquer votre cycle thermodynamique avec une pression plus importante que la pression atmosphérique. Vous allez suralimenter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rajouter à l'intérieur du moteur plus d'air que ce qui normalement devrait être aspiré si vous étiez uniquement à la pression atmosphérique. Et du coup, vous allez partir d'une pression d'aspiration plus importante, donc la compression va aller plus haut, donc la combustion va aller plus haut, la détente va se faire plus haut, etc., etc. Et au final, vous allez travailler avec une pression moyenne qui sera plus importante. Et vous vous souvenez de la formule que je vous ai présentée il y a quelques minutes, si vous augmentez la pression moyenne effective, vous augmentez la puissance, ou alors à puissance et à vitesse de rotation constante, vous diminuez la cylindrée, ce qui est le but. Alors comment est-ce qu'on fait là-dessus? Vous prenez une arrivée d'air, vous la comprimez, donc ça c'est une stratégie, il y a plusieurs, il y a des compresseurs volumétriques, il y a plein d'autres trucs. Là je parle de turbocompresseur. Alors je rappelle, turbo c'est quand ça tourne. Voilà,
turbocompresseur, c'est la partie que vous avez ici. Votre air ici, il va être aspiré, comprimé par la partie turbocompresseur. C'est généralement des hélicocentrifuges. Alors c'est dommage parce que quand je suis en présentiel, j'ai un turbocompresseur sur mon bureau, je vous l'amène, mais là, c'est un peu lourd, je ne l'ai pas ramené chez moi, mais je essaierai de vous le montrer. Si je pouvais l'amener en TD, ça serait bien, mais il faut que j'y pense, ça va être compliqué. Donc on prend l'air, on le comprime, donc là il arrive à haute pression. Quand il arrive à haute pression, généralement il arrive à haute température, et s'il arrive à plus haute température, sa masse volumique diminue. Donc ça veut dire qu'on va aspirer moins d'air à l'intérieur du volume du cylindre. Donc quand on peut, c'est mieux de le refroidir. Donc on passe par un refroidisseur d'air de suralimentation qu'on appelle dans le langage courant un intercooler. Un intercooler, c'est juste un échangeur qui va refroidir un peu votre air pour le densifier un peu avant qu'il rentre dans le moteur. Parce qu'évidemment, plus il est dense et plus dans un volume de cylindrée donné, vous allez aspirer d'air, et donc vous allez pouvoir rajouter de carburant. Donc vous aspirez ici, vous faites votre cycle, diesel ou essence, ça n'a pas d'importance, ça marche pour les deux moteurs exactement de la même façon. Et puis ensuite, votre gaz d'échappement qui lui est à haute température, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le détendre. Vous allez le détendre dans cette turbine-là, donc vous allez utiliser en fait son enthalpie, vous allez traduire sous forme de travail mécanique. J'expliquerai comment on fait lors du prochain cours, vous inquiétez pas. Et du coup, vous allez produire une puissance et vous allez rejeter ici vos gaz d'échappement. Et du coup, c'est cette production de puissance par la turbine qui alimente le turbocompresseur. Et c'est ça qui est vraiment magique avec ce type de techno, c'est qu'en fait, vous arrivez à augmenter votre pression moyenne effective, donc à augmenter votre puissance, mais sans prendre de puissance sur l'arbre moteur. Parce qu'en fait, la puissance dont vous avez besoin pour alimenter le compresseur, elle est prise directement sur la détente des gaz d'échappement. Donc c'est vraiment impeccable. La difficulté quand même, malgré tout, c'est que ça fonctionne plutôt à haut régime. Voilà, faut être très clair, pour que vous ayez une turbine qui commence à tourner vite, les vitesses de rotation des turbocompresseurs, c'est en gros entre 20 000 et 50 000 tours minute. Ça tourne quand même vite. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut travailler à haute vitesse. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément adapté aux moteurs lents, aux gros moteurs de camion par exemple, où là ils préfèrent utiliser ce qu'ils appellent des compresseurs volumétriques. Donc Mercedes appelle ça des compresseurs avec un K. C'est un compresseur qui est branché directement sur l'arbre moteur. Et là vous comprimez le gaz et vous l'injectez direct. Donc là on prend sur la puissance sur l'arbre moteur, par contre c'est présent dès les bas régimes. Donc, évidemment il faut trouver un jeu là-dessus. Alors les évolutions techno, c'est tout ce qui est géométrie variable. Donc, mais là ça commence à être cher, hein, les compresseurs à géométrie variable, turbocompresseurs, c'est comme sur des bagnoles un peu chers. Deuxième technique, ce qu'on appelle l'injection directe. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le gaz frais dans un moteur essence, donc là c'est bien un moteur essence, hein, si vous regardez, vous avez bien la bougie d'allumage qui est ici, vous avez la soupape d'admission qui est à gauche et la soupape d'échappement par exemple qui est à droite. Ce qui se passe, c'est que dans un moteur essence classique, vous avez ce qu'on appelle une injection indirecte ou une injection monopoint. Donc en gros, vous allez balancer votre carburant dans votre air avant l'entrée dans les chambres de combustion. Et là, vous allez comprimer, et là, vous allez enflammer. Je pense que vous avez compris le principe. Ce que je vous ai dit, c'est que ça posait des problèmes à mi-régime, parce que si vous voulez réguler la puissance, il faut aussi réguler la quantité d'air. Donc vous mettez des papillons en admission, vous allez créer de la perte de charge, et du coup, c'est des pertes par pompage, c'est pas bon, ça fait des mi-régimes mauvais. Ce qu'on peut faire pour remédier à ça, c'est ne pas injecter en indirect, en monopoint, mais injecter en direct, en multipoint. Injection multipoint, c'est ça. Vous avez un injecteur par cylindre, donc là, il est mis ici dans le coin là. Et ce qui se passe, c'est que cet injecteur, en fait, il va vous balancer le carburant au fur et à mesure de la compression. Donc ça a plusieurs avantages. Ça permet déjà de régler beaucoup plus finement la stoichiométrie. Et surtout, ça permet de faire ce qu'on appelle de la charge stratifiée. Alors qu'est-ce que c'est de la charge stratifiée? En gros, vous allez injecter votre carburant uniquement dans une zone limitée dans votre cylindre, donc à proximité de la bougie d'allumage. Et du coup, vous allez produire votre combustion uniquement dans cette zone-là. Et du coup, ça vous permet de travailler en maigre. Alors déjà, ça permet de travailler en combustion pauvre. Et donc, du coup, vous économisez sur le carburant, parce qu'automatiquement, vous avez moins de carburant par rapport à la quantité d'air. Ça permet de ne pas réguler le débit d'air, parce que là, pour le coup, vous gérez le carburant comme dans un moteur diesel. Vous injectez juste la quantité de carburant qu'il vous faut, et ça permet de travailler en combustion pauvre. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ça a un gros inconvénient, ces injections directes, c'est la production de microparticules. Parce que là, pour le coup, les phénomènes de combustion sont beaucoup plus complexes, et vous vous retrouvez avec une production de microparticules qui est augmentée, et ça, c'est un vrai souci. C'est ce qui fait que, par exemple, à l'heure actuelle, on se retrouve avec des productions de microparticules sur certains véhicules qui sont supérieures sur des véhicules essence, parce que injection directe, par rapport à des véhicules diesel. Alors que normalement, toutes les réglementations sont faites, typiquement pour interdire les diesels en ville. S'il y a des réglementations pour interdire les diesels en ville, c'est parce que les diesels sont censés produire plus de microparticules. Il y a plus de NOx, mais ça, je traiterai les NOx juste après. Or, c'est pas vrai, c'est plus vrai, parce que maintenant, justement, les moteurs à essence, pour qu'ils soient plus efficaces, ils ont des injections directes, et maintenant, ils produisent aussi des microparticules. Donc, c'est un vrai souci. C'est une technologie qui est très intéressante, mais il y a toujours ce problème de microparticules qui arrive derrière. Le pot catalytique. Alors, qu'est-ce que c'est que le pot catalytique? C'est un dispositif qui est monté juste à la sortie de votre moteur et qui, en fait, crée des réactions supplémentaires qui vous permettent de réduire un certain nombre de polluants qui sont produits par la pollution. Dans un moteur à essence, parce que ce moteur à essence travaille généralement très proche de la stoichiométrie, on utilise ce qu'on appelle un catalyseur 3 voies.
Donc le catalyseur 3 voies, en fait, alors vous imaginez, c'est une espèce de mousse métallique, c'est une grille métallique avec du platine déposé, c'est un petit peu compliqué. Vous avez vos gaz qui passent au travers, et en fait, justement, vous avez des réactions hétérogènes catalysées qui se passent à la surface de ces mousses ou de cette grille métallique. Et du coup, vous avez 3 réactions qui sont entretenues là-dedans. Donc il y a une première réaction qui vous permet d'éliminer les monoxydes de carbone et les dioxydes et les monoxydes d'azote. C'est intéressant. Monoxyde de carbone et monoxyde d'azote qui s'annihilent, qui vous font de l'azote et du CO2. Donc ça, a priori, il n'y a pas de problème. Vous avez une deuxième réaction quand vous avez un petit peu d'oxygène disponible, c'est que le monoxyde de carbone va aussi se réduire avec l'oxygène pour faire du CO2. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, vous avez éliminé vos monoxydes de carbone. Et puis enfin, vous avez la possibilité d'avoir les hydrocarbures à brûler, donc qui sont des hydrocarbures classiques, que vous allez aussi brûler un petit peu avec de l'oxygène. Donc, les excès d'oxygène, en fait, vont servir un tout petit peu à ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça devrait suffire pour ça. Et à la fin, vous produisez du CO2 et de l'eau. Donc ça, c'est le catalyseur 3 voies, c'est les moteurs à essence. Un inconvénient quand même, il y a 2 inconvénients principaux. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit chaud. Donc un pot catalytique, il ne fonctionne qu'à partir de 400 degrés. Ce qui fait que, et ça c'est problème général, quand vous avez des véhicules comme ça pour des trajets courts, c'est con. Il ne faut pas prendre une bagnole pour rouler 10 minutes. Le pot catalytique, il n'a pas le temps de chauffer, vous allez polluer énormément. Surtout que si vous avez besoin que de 10 minutes, en règle générale, c'est que les distances ne sont pas très très longues. J'imagine même pas les gens qui font moins d'1 kilomètre en bagnole. Ne prenez pas vos bagnoles pour faire moins d'1 kilomètre. Je vais dire un gros mot. Le faites pas, quoi. C'est stupide. Et en plus, en termes de pollution, c'est affreux parce que comme le pot catalytique n'a pas le temps de chauffer, vous allez produire énormément de saleté. Donc ça, c'est un inconvénient. Le deuxième inconvénient qui est plus lié à la durabilité, c'est que vous avez besoin de platine. Le platine est un excellent catalyseur. Plus là, j'ai rajouté, il y a du palladium et du rhodium, mais c'est plutôt sur le platine que c'est vraiment compliqué. Et du coup, chaque pot catalytique, c'est à peu près 5 grammes de platine. Donc quand on fait la comparaison entre les ressources naturelles qui sont consommées, par exemple, par les véhicules électriques et par les véhicules essence, on dit en règle générale, enfin les véhicules thermiques, on dit que les véhicules thermiques ne consomment pas de métaux rares. Oui et non, il y a quand même 5 grammes de platine. C'est moins dans une pile à combustible, largement moins. Pile à combustible, c'est plusieurs dizaines de grammes. Là, c'est beaucoup moins, mais enfin, il y en a quand même un petit peu. Et puis dans un moteur diesel, l'idée c'est que comme vous travaillez plutôt sur du mélange Kepo, vous avez beaucoup plus d'oxygène que ce qui est réellement nécessaire. Et donc du coup, l'excès d'oxygène vous empêche en fait de catalyser, de traiter les monoxydes d'azote. Et donc du coup, vous êtes obligé d'utiliser autre chose. Donc vous avez ce qu'on appelle un catalyseur 2 voies. Donc vous ne faites en fait que le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Et le monoxyde d'azote, lui, il est réduit dans un autre système. Donc je vais en parler juste après. C'est là d'ailleurs, voilà, ce qu'on appelle le SCR. Donc la réduction catalytique sélective. Le terme commercial pour ça, c'est AdBlue. Vous avez déjà entendu parler. Ça se fait surtout sur les camions, c'est pas encore sur les bagnoles, mais ça devrait, j'espère que ça va arriver relativement vite. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien en fait, vous mélangez soit de l'ammoniac, soit de l'urée, de l'urine en gros. Voilà. Pisser dans le réservoir, ça fonctionne à peu près. Certains routiers le font, quand ils n'ont pas envie d'acheter d'AdBlue. Stop, j'en dis pas plus. Et donc du coup, vous remplacez, vous mettez de l'urée ou de l'ammoniac que vous injectez dans votre mélange d'échappement et automatiquement ça va se combiner et vous allez arriver à transformer vos monoxydes d'azote et vos dioxydes d'azote en azote pur, en diazote classique et du coup vous avez très très peu de pollution. Quelques minutes sur ce qu'on appelle l'EGR, donc la recirculation des gaz d'échappement dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc ça aussi c'est une technique de dépollution. Ça sert à diminuer la quantité de NOx produite. Alors, je rappelle, les NOx, ils sont majoritairement produits quand vous avez des températures de flamme qui sont trop élevées. Donc, il y a une stratégie pour arriver à réduire cette quantité de carburant, de polluants produits, c'est d'abaisser la température de flamme. Et il y a plusieurs technos. Et il y a une techno qui est commercialisée, qui existe sur le marché, qu'on appelle l'EGR. Et le principe de l'EGR, c'est que vous allez faire un piquage à l'échappement. Donc ici, l'échappement se trouve à gauche. Je fais un piquage à l'échappement et je réinjecte une partie de ces gaz d'échappement dans la partie admission. Et la particularité de ces gaz d'échappement, c'est que comme ils sont déjà brûlés, ils ne peuvent plus brûler. Et s'ils ne peuvent plus brûler, ils ne peuvent plus produire de NOx. Donc ce que je fais, c'est que je dilue ma combustion dans un gaz neutre qui est incapable de produire des NOx. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'oxygène dedans. Enfin, très peu. Parce que du coup, ça correspond en fait à un gaz qui a déjà été brûlé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mon énergie chimique, elle va être en proportion diluée dans un mélange plus grand, avec plus de quantité de matière. Donc, on va atteindre une température de flamme plus basse. Et si on atteint une température de flamme plus basse, on réduit les NOx. Ça marche bien pour réduire les NOx. Le problème, c'est que ça augmente les microparticules. Le principe de l'EGR, c'est qu'après, vous vous retrouvez, y compris avec des moteurs, là c'est avec un moteur essence, mais l'EGR, ça peut aussi être installé sur un moteur diesel, il n'y a pas de souci. Et bien, vous vous retrouvez aussi à devoir augmenter la quantité de microparticules, et du coup, il vous faut encore des post-traitements en aval. Donc, il n'y a pas vraiment de solution miracle, c'est ce qu'il faut tenir. C'est des systèmes qui fonctionnent bien, mais en termes de pollution, c'est vrai que c'est quand même, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai quasiment terminé, je vais faire ma conclusion là-dessus. J'aurais pu parler de plein de trucs. Là, je me suis retenu, j'ai fait un effort énorme pour ne pas en mettre trop, parce que je savais que j'étais limité par le temps, mais j'aurais pu parler de moteurs à gaz, j'aurais pu parler de diesel gaz, d'injection d'eau, j'aurais pu faire des heures.
je me suis limité au minimum. Voilà. Si vous avez compris 2-3 trucs, c'est toujours important. De toute façon, la plupart des applications, enfin, le cas concret en les fera en application, vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne. Mais là, c'est plus en fait pour votre culture à vous. J'avais posé la question au début de la présentation en disant pourquoi est-ce qu'on perd du temps à présenter un moteur obsolète, polluant, bruyant, voilà. Voilà. Maintenant, on va contrebalancer un petit peu. C'est une technologie qui est simple. Il faut bien comprendre qu'au niveau architecture véhicule, entre une architecture véhicule thermique et par exemple un véhicule hybride ou électrique, c'est pas du tout le même niveau de complexité. D'accord. Un moteur thermique, il a la possibilité de pouvoir travailler avec des régimes moteurs variés. Il n'a pas nécessairement besoin de chaînes de conversion, de batteries, de moteurs installés dans les roues et tout. Même la chaîne de traction est beaucoup plus simple sur un moteur thermique. Donc ça, c'est quand même un avantage parce que ça peut potentiellement vous faire des véhicules plus légers pour la même utilisation. J'en ai déjà parlé, c'est robuste, c'est industrialisé, c'est techniquement maîtrisé. On a les chaînes de montage, on a les réseaux de réparateurs, on a tout ce qu'il faut, on a les fabrications pour les pièces de rechange, tout. Faire une évolution sur un moteur thermique, c'est pas très très compliqué. Fondamentalement, vous allez rajouter des pièces, mais en fait, toute la chaîne industrielle, elle existe. Arriver à mettre en place une chaîne industrielle basée uniquement sur du véhicule électrique, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Simplement, ce que je ne voudrais pas, c'est que vous soyez emporté dans une espèce d'avis un peu rapide. Moi, j'ai lu ça encore il n'y a pas très très longtemps, notamment des journalistes qui disaient le moteur thermique est mort, et ils sortaient des espèces d'arguments en disant mais l'électrique c'est mieux, voilà, Tesla et tout le truc. Non mais soyez un peu sérieux quoi. On prend des arguments factuels et on essaie de les comparer les uns avec les autres. Le moteur thermique, il a la chance de bénéficier d'une chaîne d'industrialisation qui existe, qui n'existait pas pour le moteur électrique. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça veut juste dire que si on veut faire une transition vers de la mobilité propre, et que pour ça, on doit attendre que toutes les chaînes industrielles s'installent, avec toutes les chaînes d'approvisionnement et tout, ça risque de prendre des plombes. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps d'attendre. À mon avis, il ne faut pas laisser des solutions comme ça de côté. Comme j'en ai un petit peu parlé, ça nécessite quand même beaucoup moins de matériaux onéreux et difficiles d'accès. Vous avez peut-être vu, il y a un certain nombre de documentaires très intéressants qui sont passés sur le sujet il n'y a pas très très longtemps. Je pourrais vous mettre les liens si ça vous intéresse. Un véhicule électrique ou un véhicule hybride, ça va nécessiter aussi pas mal de matériaux rares. Donc le platine évidemment, ça pour le coup il y en a aussi dans les pots catalytiques, mais ça peut aussi nécessiter du cobalt ou du lithium pour les batteries, ça peut nécessiter pas mal de terres rares, alors j'ai pas noté mais il y a du néodyme ou du samarium pour les moteurs en fonction de ce que vous utilisez comme type de moteur électrique. Bref, ça fait une consommation de ressources naturelles qui n'est pas négligeable et qui en plus du point de vue géopolitique est vraiment concentrée sur très très peu de pays. Alors qu'un moteur thermique, a priori, si vous avez d'acier et un petit peu de platine pour pot catalytique, il y a même des techniques pour arriver à se débarrasser des pots catalytiques, on peut peut-être arriver à faire quelque chose avec ça. Donc, du point de vue d'impact environnemental, je pense qu'il ne faut pas seulement considérer la pollution, mais l'ensemble de la chaîne. De la carrière, j'allais dire, jusqu'à la décharge, donc, ce que les Anglais appellent cradle to grave. C'est exactement ça. Gros avantage des moteurs à combustion interne, la composition chimique du carburant, ils s'en foutent. Vous pouvez changer votre proportion d'hydrogène, vous pouvez changer. Ça fonctionne pareil. Ça va fumer un peu. Peut-être qu'il va falloir un certain temps pour que le système d'injection s'habitue. On peut très bien m'imaginer même avoir des systèmes adaptatifs là-dessus. Mais le principe physique est absolument insensible à ce genre de truc. Une pile à combustible, je compare avec ça, si vous n'envoyez pas exactement l'hydrogène qui a été purifié dans les conditions qu'il faut, votre machine, elle ne tourne pas. Donc, pour le coup, c'est quand même un vrai problème. Si on imagine qu'un jour on passe sur du power to gas, j'avais déjà commencé à en parler lors de la précédente application et on va revenir dessus à partir de demain matin, on peut se retrouver avec potentiellement des gaz qui ont été produits par différents processus et qui ont des compositions variables, avec hydrogène, méthane, mélange hydrogène-méthane dans une pile à combustible, les seuls qui arrivent à faire ça, c'est des piles haute température. Et ce pas des machins qui sont utilisés pour les véhicules. Donc les choses sont quand même beaucoup plus complexes qu'elles en ont l'air. Et puis je crois que je termine avec ça, parce que j'y ai pensé, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a démarré une voiture après une nuit où il y avait fait moins 17, un moteur à essence, même un moteur diesel, hein, vous démarrez, vous tirez sur la clé, ça démarre tout seul. C'est magique. Hein. J'ai pensé à ce moment-là, ça démarre quand même super bien. Faites ça avec une pile à combustible. Eh ben, moi, j'ai travaillé quelques années sur le sujet. Je vous garantis qu'une pile à combustible à moins 17 degrés, pour la faire démarrer, chapeau, si vous y arrivez, vous êtes fort. Bref, tout ça pour dire que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, que ce n'est pas nécessairement une technologie obsolète, qu'on aimerait s'en débarrasser, pour des raisons que je comprends parfaitement, mais que malheureusement on va être obligé de le garder pendant un certain temps, et qu'il y a aussi des développements technologiques qui existent, qui sont super importants, et qui permettent de dépolluer, de faire des choses plus efficaces, avec de l'hydrogène, du gaz naturel, etc. Je vais arrêter là parce que j'ai bouffé mon temps. Je vous ai mis quelques références, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander. Donc, pareil, hein, je vais faire comme d'habitude, je vais monter la vidéo de façon relativement propre pour que vous puissiez y accéder. J'espère que ça vous a intéressé. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude parce que ce n'est pas rigoureusement la thermo, mais vous inquiétez pas, la thermo, on la fera quand on fera les applications. Merci à tous. Au revoir.